Salut à toi et merci d'avoir lancé cet épisode. Aujourd'hui, épisode hors série avec Cédric Van Troyen. On y parle du Kings of Comedy Club situé à Ixelles. J'espère que l'épisode va te plaire. Si c'est le cas, tu sais comment ça marche. Tu mets 5 étoiles sur ta plateforme de podcast, tu t'abonnes, tu mets un commentaire si tu es sur YouTube ou un avis si tu es sur iTunes. Et dans le dernier podcast, je t'invitais à venir me dire sur Instagram que tu faisais partie des auditeurs. Ainsi, je sais un peu plus qui écoute mon podcast. J'ai plus l'impression de faire ça pour des gens et pas juste pour des nombres d'écoutes sur mon site. Tu peux me retrouver sur Instagram avec le nom Régis Canon Humoriste, ou si tu tapes humeur humoristique, normalement tu devrais me trouver. Alors n'hésitez pas à aller sur le site du Kings of Comedy Club, donc KOCC.be. Plusieurs anciens et futurs invités sont programmés, comme le plateau des anonymes ce mercredi 23 mars, le spectacle de Shirley Soignon le 25, le Late Night de Lucas Cosco et Lisa Delmoitier le 26, un 30-30 avec Étienne Cerc et Simon Lepers le 29, et Lisa Delmoitier qui rôde son spectacle le 31. Ça, c'est si tu as écouté le podcast à sa sortie. Si tu découvres le podcast plus tard, tous ces artistes sont toujours à découvrir. N'hésite pas à aller les voir sur scène, je te les recommande chaudement. Et si tu veux te lancer dans le stand-up en Belgique, je te recommande les open mic qui sont organisés par Bilal sur openmic.be. N'hésite pas à t'inscrire. Si le stand-up te tente, franchement, n'hésite pas, lance-toi. C'est un pur bonheur et Bilal fait ça super bien, donc tu es entre de bonnes mains. Allez, maintenant je te laisse avec l'épisode. Bonne écoute et à bientôt. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir dans mon podcast Cédric Van Troyen, alias Kouz, le gérant de mon endroit préféré à Bruxelles, à savoir le Kings of Comedy Club. Comment ça va ? Mais ça va très bien, merci de me recevoir Régis. Avec plaisir, merci d'avoir accepté. Qui n'accepte pas ce genre de podcast ? J'avais envie d'en faire partie, donc je suis très 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 honoré de pouvoir répondre à tes questions. Tu serais étonné, il y a beaucoup de gens qui refusent aussi. Ah ouais ? Moi j'aime bien parler de mon métier et de mon parcours et des gens avec qui on travaille, donc c'est intéressant et donc j'aime bien en parler. Et est-ce que toi personnellement tu consommes des podcasts et tout ça ? Alors pas assez, je devrais en consommer plus, c'est un truc que je devrais faire, mais non pas assez vraiment. Une question de temps je pense, plus qu'autre chose. L'entertainment éducatif que je consomme va plutôt être sur des trucs de vidéos sur la physique quantique, sur l'histoire du Moyen-Âge, ou des trucs comme ça. J'aime bien parler de mon métier et de la culture du stand-up et de l'humour, mais j'en consomme moins en tant que avec des podcasts ou des émissions. Par contre, je consomme beaucoup de spectacles. Et est-ce qu'il y a un spectacle dernièrement qui t'a vraiment marqué ? Taylor Tomlinson, que j'ai regardé il y a 2 jours et qui est incroyable, vraiment. Bonne recommandation. Alors aujourd'hui, on enregistre dans la salle du Kings of Comedy Club. Est-ce que déjà pour les auditeurs, tu pourrais expliquer c'est quoi qui différencie un comedy club d'une salle de spectacle ou d'un café-théâtre ? Alors, le comedy club va se différencier par 2 choses. La première chose, ça on va le retrouver dans le café-théâtre en général, il y a un bar, voire parfois un restaurant. En général, ça dépend des comedy clubs, mais le service continue pendant le spectacle, ce qui n'est pas le cas des cafés-théâtres ou des théâtres. Et il n'y a pas de loge, ni de coulisses, ni de dégagement. C'est-à-dire que l'artiste part directement de la salle, arrive sur scène, il y a un micro, un plein feu et ses couilles, ou son vagin. Ok. On enregistre le mardi 15 mars. Ce soir, il y a le spectacle de Julie Geller, On ne sait jamais, qui est programmé. Ça ressemble à quoi une journée typique de quelqu'un qui gère un comedy club ? Alors la journée typique, c'est se lever pas trop tard, même si on termine tard le soir, mais de se lever pas trop tard parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc en général, je vais essayer de me lever entre 9 et 10 heures. Petit café, on check la presse, et puis on est parti, on répond aux mails. Ça me prend facilement 1h30, 2 heures de répondre à toutes les sollicitations, puisqu'on a des mails pour les programmations, il y a des mails pour les events, il y a des mails pour des trucs qu'on fait sur le côté, il y a évidemment tous les mails de billetterie, avec les gens qui j'ai fait une erreur, j'ai fait un report, machin, avec le Covid, en plus ça a été un capharnaüm total, où j'ai dû gérer plus de 15 000 reports, retraits, annulations, remboursements. Puis on check les réservations du soir, on regarde si on n'a pas oublié des gens justement avec les reports, des invites, des machins. On fait le plan de table pour la soirée, puis on va arriver ici, commencer à préparer le bar, à faire les citrons, la menthe, comme on a les tapas, à préparer le fromage, le saucisson, les tapenades, regarder si on a tout en alcool, tout en boisson, faire la salle, donc c'est-à-dire placer les tables,
de la manière la plus tétrissable possible, histoire de pouvoir faire rentrer le plus de monde possible, évidemment. Si on reste sur des espèces de tables de 2, toujours les mêmes à côté, on va être limité à une jauge qui est aujourd'hui plutôt de 55. Si j'arrive à mettre des groupes à droite à gauche, rajouter une table, machin, etc., je peux monter parfois jusqu'à 65, 70. Parfois, on pousse les murs jusqu'à 80. Donc on essaie de faire ça et de rentabiliser le plus possible l'espace qu'on a. Et puis à partir de 18h30, on ouvre. Soit l'artiste est déjà venu à l'avance et on a déjà fait un line check ou une régie, puisqu'il y a des artistes qui ont besoin de certains top son ou top lumière. Ça, c'est ou moi qui m'en occupe ou mon régisseur Bilal quand moi je suis pas dispo. Et puis à partir de 18h30, donc l'endroit est ouvert, les gens arrivent, on les installe à table, ils consomment. À 20h, le spectacle commence. Le spectacle se termine aux alentours de 21h30 et puis le bar reste ouvert jusqu'à quand il n'y a plus de personnes, ou parfois on a un deuxième spectacle à 22h30 aussi, et là c'est un peu la guerre pour mettre tout le monde dehors, tout nettoyer et faire rentrer tout le monde, resservir tout le monde avant le début du spectacle, puisqu'évidemment l'idée c'est d'éviter le plus possible les allées et venues pendant le show, même si c'est ça qui nous fait gagner de l'argent aussi, c'est en vendant des boissons. Mais donc j'essaie d'abord que tout le monde soit servi une première fois avant le début du show pour que ce soit moins sportif pendant le show et surtout moins dérangeant pour l'artiste. Bon, évidemment, nos serveuses sont hyper drillées à ça. Oui. Je pense qu'elles sont le plus discrètes possible. Souvent plutôt le client qui comprend pas, qui ne doit pas parler, machin, etc. Donc voilà, c'est aussi une question d'éducation du client. Maintenant, après 10 ans, je pense que nos clients commencent à comprendre. Et puis en général, ma journée va se terminer aux alentours de minuit, 1h en semaine, 3, 4, 5, 6 heures du matin en week-end, parce que parfois on a des soirées qui se termine tard, et puis on recommence le lendemain. Et est-ce que le Covid a eu vraiment des grosses conséquences pour toi, ou c'est reparti pareil, ou voire même mieux qu'avant? Alors ça a eu des conséquences pendant, évidemment, puisqu'on a eu 8 mois de fermeture sur les 2 ans, donc ça c'est pas négligeable. Par contre ça a permis, il y a eu un côté positif du Covid, peut-être pas pour le lieu en tant que tel directement, mais par ruissellement, pour utiliser un bon terme capitaliste. Ça a mis une pression sur les humoristes, je sais pas pourquoi ou ni comment, mais ils ont travaillé chacun de leur côté, je trouve. Et depuis qu'on a rouvert, j'ai l'impression qu'ils ont tous glow up, vraiment quoi. Il y a eu du taf derrière, et donc ça a amené plein de gens à être meilleurs sur scène, ça a amené des gens à se poser aussi des questions de ce qu'ils voulaient faire, et donc d'autres à ouvrir des plateaux, à ouvrir d'autres comédie clubs à Bruxelles. Donc là il y a Jimmy Vandal qui vient d'ouvrir son Comedy Cat par exemple au centre-ville, et donc ça a permis maintenant aussi aux humoristes de pouvoir jouer plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour, ce qui était impossible il y a 6 mois, et ce qui fait qu'ils sont meilleurs sur la scène. Donc il y a un vrai effet positif sur la qualité de ce qu'on propose après le Covid. Et puis là, moi, le mois de février 2022 est le meilleur mois du Comedy Club depuis l'ouverture. Okay. Donc je pense que les gens reviennent et les gens ont envie d'être là, et c'est sans events. Donc les events, c'est des soirées privées, puisqu'on loue l'endroit à des gens pour qu'ils viennent fêter des anniversaires, des team building, des trucs corporate. C'est ça qui nous permet de pouvoir mettre de la jeune création belge en avant et de gagner un peu moins d'argent de ce côté-là. Et donc le mois de février a été notre meilleur mois sans event. Donc ça augure que du très bon pour mars, puisque là on a plein d'events qui arrivent. Donc, cool. En plus, je pense que la moitié de tes bénéfices me reviennent, viennent de moi plutôt, pas me reviennent, sinon c'est l'inverse. Parce que j'ai pris déjà 4 spectacles ici pour le mois de février. Ouais. Donc, mais d'ailleurs, petite parenthèse, Régis m'a déjà demandé depuis plusieurs mois, voire années, que je mette en place un service d'abonnement ou de carte de crédit, etc. Et que je n'ai toujours pas envie de le faire, et que chaque fois je repousse. Et donc là, j'espère le mettre en place pour cet été, puisque fin juin, on fête les 10 ans du Comedy Club. Et j'aimerais qu'à ce moment-là, mettre en avant un nouveau site internet avec les formules d'abonnement. Magnifique. Il n'y a même pas besoin de le redemander, tu savais déjà que j'allais venir là-dessus. Mais parce que la semaine prochaine, parce que le podcast sortira le 21, il y a Shirley Soignon qui vient jouer, ouais. Il y a Tani qui vient faire son spectacle également. Ouais. Donc ça, j'ai hâte de le voir. Une belle semaine, mais programmation que moi j'adore. Je pourrais venir ici tous les jours si je ne travaillais pas, sans aucun problème. C'est gentil. C'est honnête, parce que je dépense trop d'argent pour venir au Comedy Club, mais parce que j'aime autant jouer que regarder, ce qui n'est pas toujours le cas pour les stand-uppers. C'est vrai. Il y en a qui n'aiment pas spécialement, ou en tout cas quand ils vont à une scène, jouent et s'occupent de leur passage et c'est tout. Moi, je veux absolument voir. C'est un plaisir en plus.
J'aime limite être dans les premiers, peut-être pas le tout premier, faut pas exagérer, mais pour pouvoir voir la suite du spectacle en étant plus détendu. C'est ça. J'ai pas le stress de devoir passer en dernier. C'est ça. Ce Comedy Club, il existe depuis 2012, mais avant de parler plus en détail du Comedy Club, on va remonter un petit peu le temps, si tu veux bien. Je veux bien. Heureusement, sinon fin du podcast. Allons-y, Doc, allons-y. Alors toi, dans ta jeunesse, tes premiers contacts avec l'humour, c'est via le spectacle Raw d'Eddie Murphy, dont tu as tué la cassette avec ton cousin. Tu as fait tes devoirs. Tout à fait. Après, il y a eu Seinfeld, Les Robins des Bois, Les Nuls sur Canal+. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait aimer l'humour? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce monde-là? Le fait de rire, évidemment, comme tout le monde, je pense, c'est vraiment, c'est un truc qu'on fait quotidiennement et au plus tu le fais, au mieux tu te sens. Donc, plus tu le fais, mieux tu te sens, pas au plus. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour j'ai eu cette cassette d'Euro et que je l'ai mise et que je l'ai regardée 252 fois? J'en sais rien, si ce n'est la qualité de ce spectacle. Tous les auditeurs, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille vraiment d'aller regarder Delirious et Hero. Je pense qu'ils sont encore sur Netflix, je suis pas sûr, mais je pense qu'ils le sont encore. En tout cas, Delirious, c'est quasi sûr. Hero, peut-être pas. Donc, c'est un spectacle d'Eddie Murphy quand il est dans sa période SNL, Saturday Night Live, donc, et qui est écrit par les frères Wayans avec lui. C'est 1h10 de pur bonheur et de vannes toutes les 32 secondes. Il fait de l'imitation, il chante, c'est incroyable de qualité. C'est incroyable de vulgarité, mais c'est de la vulgarité qui est très drôle. Et du haut de mes je devais avoir 12 ans ou 13 ans à l'époque, je sais pas, ça m'a marqué et ça m'a donné envie d'aller plus loin, ça m'a donné envie de découvrir plein d'autres choses. Et puis j'avais la chance à l'époque que mes parents avaient pris Canal+, qui n'était pas le cas de tout le monde dans les années, fin des années 80, début des années 90, plutôt même mi-90. Et donc j'ai pu être biberonné avec Seinfeld, avec Dream On, qui était de la programmation un peu alternative par rapport à ce qu'on pouvait voir sur la télé catholique de base, et qui m'a permis de me construire, je pense, aussi un catalogue humoristique un peu différent de ce que tu pouvais voir des Smaïn ou des Guy Bedos ou des Boujna qui passaient sur TF1, sur France 2. Moi, là, j'avais des Seinfeld et des SNL et des Eddie Murphy qui m'ont peut-être ouvert le spectre sur d'autres choses. Et c'est ça qui m'a donné, alors pas directement l'envie, puisque j'ai pas du tout passé de Raw à travailler dans l'humour, mais je pense que ça a mis la petite étincelle qui était déjà dans le cerveau, quoi. Mais à aucun moment, cette petite étincelle t'a donné envie de, toi, faire de la scène humoristique, d'écrire des blagues? Non. Jamais? Alors, pas à ce moment-là en tout cas. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, un peu plus. C'est toujours pas le cas, je monte toujours pas sur scène, etc. Mais on me le demande souvent. J'ai l'habitude de la scène parce que je suis passé par la case musicale aussi. Donc j'ai pas ce trac, je fais toutes les présentations, les chauffes comme on dit du Comedy Club tous les soirs. Donc le contact avec le public, etc. C'est quelque chose que j'aime bien. Chaque année on organise un roast pour le Comedy Club et je roast donc les humoristes qui ont roasté le Comedy Club. Donc l'idée de l'écriture et du delivery est quelque chose que j'aime bien. Mais voilà, c'est un truc, chacun son métier aussi. J'aime bien le faire, j'aime bien travailler. J'ai travaillé avec Guillermo sur son texte, j'ai travaillé avec Alex Vizorek sur son texte, avec Cody, aujourd'hui avec des Nikos, des Sacha. Et j'aime bien quand j'ai une ou deux blagues à moi qui sont dans un spectacle et c'est bon, j'ai pas besoin de plus que ça. Peut-être qu'un jour j'en aurai marre d'être derrière ce bar et que je me dirais allez vas-y lance-toi, fais un truc, mais c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, quoi. Et ça l'était certainement pas à ce moment-là. Quand j'avais 14 ans, je regardais Raw, mais j'avais juste envie de rapper. Moi, je voulais faire du rap, c'était mon truc, je voulais devenir une star du rap. Je t'ai déjà vu souvent faire la chauffe pour la salle, toujours très à l'aise. Et du coup, je me suis dit, mais il est super à l'aise. On sait que tu as écrit pour d'autres et tout. Donc moi, je serais curieux de te voir dans cet exercice-là. Après, c'est un vrai métier quelque part aussi. Et j'ai aujourd'hui pas la prétention de connaître assez les ficelles de l'écriture humoristique que pour pouvoir me dire, ok, tu vas écrire un truc qui va durer 50 minutes et qui va intéresser les gens. Mais peut-être que ça va changer. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir grand-chose à dire. Tu vois aussi. Ce qui me chauffe aujourd'hui quand je vois des spectacles ou quand je programme des trucs, c'est des spectacles qui ont un peu ne fût-ce qu'un fond. Alors il y a des spectacles qui parlent de la vie de tous les jours et qui sont universalistes et qui sont très très drôles et très efficaces, mais dont tu sors sans t'en souvenir de grand chose, etc. Et puis tu as des spectacles comme ceux de Guillermo Guise ou de Fanny Ruet qui vont aller plus loin, ou de Florence Mendez, et qui vont te faire réfléchir et sur des trucs, et c'est ça que j'aime bien. Et je pense que c'est des gens... Alors, est-ce que c'est une condition sine qua non? J'en sais rien, mais en tout cas, les spectacles des gens qui m'intéressent sont des gens qui ont des fêlures, qui parlent de leur trauma d'enfance, des trucs comme ça. Et moi, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que mes traumas ou mes fêlures soient très intéressantes à écrire et à délivrer sur scène, mais peut-être que je me trompe. Donc ensuite, tu as suivi une formation en journalisme et en parallèle, tu as commencé une carrière dans le rap.
Tu as même participé à des gros festivals comme celui de Dour ou des Francopholies. Puis tu as travaillé dans une boîte qui s'appelle Dybex. Dybex, tout à fait. Pendant 5 ans, dans lequel, entre autres, tu allais chercher des animés, des mangas au Japon pour les ramener en Belgique. Est-ce que ce parcours, là, ça t'a apporté quelque chose qui t'est encore utile aujourd'hui ? Oui, parce que toute expérience n'est quelque chose de plus dans ton sac à dos. Donc c'est sûr et certain que le journalisme m'a évidemment appris à écrire, ce qui m'a aidé à écrire mes raps à l'époque. Et ce qui m'aide aujourd'hui certainement à écrire mes petits trucs de présentation ou à aider dans l'écriture de certains spectacles. L'écriture, c'est vraiment un truc qui me passionne depuis tout petit, quoi. J'ai dû écrire ma première pièce de théâtre quand j'avais 14 ou 15 ans avec mon prof de français à l'époque. J'ai écrit des nouvelles. J'ai un roman sur le feu depuis 15 ans, j'ai des scénarios de comics, j'ai un dessin animé. Donc vraiment l'écriture c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et encore aujourd'hui même si je fais plus de rap de manière amateur, professionnel ou semi-amateur, parce que j'ai jamais vraiment été professionnel, puisque j'ai jamais gagné ma vie avec ça. Mais j'écris des raps encore quasi tous les jours, tu vois. Okay. C'est vraiment l'exercice d'écriture est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Et j'adorerais pouvoir un jour sortir mon roman ou mon comics. Ce serait vraiment une consécration, mais il faut que je trouve le temps pour le faire. Entre le journalisme et le Dybex, j'ai fait 2 ans à New York. Là, évidemment, la culture hip-hop que j'ai confrontée, parce que je travaillais pour un webzine qui s'appelait Darin Ness, pour lequel je faisais des interviews. Et donc, j'ai été interviewé la plupart de mes idoles, dont j'écoutais les albums depuis tout petit. Et je me suis retrouvé en studio avec eux, etc. Donc, le rapport à la starification et au fait de travailler avec eux, etc., m'a apporté ça aussi. Et puis, évidemment, l'anglais. Et la culture anglo-saxonne qui baigne, la culture du stand-up qui baigne là-dedans. Et j'ai été au Cellar et machin comme ça à l'époque. Et puis quand je suis revenu ici pour travailler chez Dybex, la partie productionnelle m'a aidé à devenir le producteur que j'allais devenir dans l'humour. Donc oui, évidemment, toute cette expérience a été hyper bénéfique et ne fait que c'est chaque fois des étapes de plus, une marche de plus vers là où je suis aujourd'hui, quoi. Mais j'ai entendu que Shirley Soignon pensait peut-être au Barbès Comedy Club faire aussi des scènes de rap. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te tenter ou... De refaire du rap comme ça en public ou de le faire ici, tu veux dire ? D'accueillir des rappeurs ici ou de refaire du rap en public ? D'accueillir des rappeurs ici, on l'a déjà fait. Donc on a sur cette scène, il y a quoi ? 6 ans maintenant, on a fait une première soirée avec Jean Jass et Kaba. Ils n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui. On a fait le release partie d'un groupe de rap qui s'appelle Foucholers, qui était produit par Romain Garcin, qui aujourd'hui est le gars qui fait les pochettes d'Amso ou de Sofiane Pamar, et qui est un des gars les plus connus dans le graphisme rap. On a fait 2-3 concerts comme ça et des trucs. Alors c'est pas un truc que je remettrai en avant parce que l'ADN du lieu reste le stand-up. Après, le stand-up et le rap sont très très fort liés et donc je ne serais pas contre, mais maintenant je préfère, à choisir, je préfère mettre en avant quelqu'un qui est bon dans le stand-up que de mettre des rappeurs sur cette scène. Mais si un jour j'ai l'occasion de faire un showcase pour quelque chose, etc. Là par exemple pendant le Covid, il y avait Guti Rockstar qui est un des gros gars qui va arriver sur la Belgique, qui vient de signer en France, qui voulait faire sa release date ici aussi parce que je connais bien son producteur. Bon, c'était en plein Covid, on pouvait pas le faire donc je l'ai pas fait, mais voilà, ce genre de truc est tout à fait réalisable et moi j'aime bien avoir ce mix entre le rap et le stand-up. Quand Roman Fressinet est venu ici, dans la salle on avait Romeo Elvis, Kaba et Jean-Ja. Isha est un ami qui vient assez régulièrement, donc voilà, donc j'aime bien ce lien. Pablo Andrés vient du rap, Jeff Zino vient du rap. C'est des gens avec qui je rappais à l'époque. Le premier producteur de Pablo Andrés s'appelle Mike Tosh. C'est quelqu'un avec qui on rappait à l'époque aussi. Il y a vraiment un croisement dans le stand-up et dans le rap belge qui a été assez important. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais j'imagine que ça doit être un peu pareil, voire plus, puisqu'ils ont encore une communauté hip-hop qui est un peu plus développée que la nôtre. Ouais, j'aime bien les deux parallèles. Et donc c'est pas du tout... pourquoi pas, vraiment pas. Ou faire comme ce que fait Mims avec Yacine Bellous, un truc qui s'appelle Les Premières Fois, où il mélange justement les premières fois, premier texte de rap que tu viens faire ou premier texte de stand-up que tu viens faire. C'est un truc que je pourrais mettre en place ici tout à fait, quoi. Moi, tout ce qui est scène rap, c'est vraiment, tu as dit plein de noms et je ne connais personne. C'est vraiment un domaine que je ne connais pas. Après, je suis tellement concentré stand-up en ce moment
que tout ce qui est autour, j'ai l'impression de ne connaître rien du tout, donc je suis désolé, je n'ai pas eu toutes les références que tu as données. Robert Elvis tout de même. Oui, quand même. Et Pablo Andrés et James Dino via le stand-up. Via le stand-up. Pour moi, c'est des stand-uppers. Pour moi, James Dino, quand je l'ai vu sur scène la première fois, on m'a dit, hey, t'as fait une photo avec James Dino de la chanson. Il faisait de la chanson. Ah, ok. Je savais pas. C'est pour te dire le manque de culture dans ce domaine-là impressionnant que j'ai. Et je continuerai juste sur le parallèle. En fait, il y a un truc très très intéressant dans le rap. On parle de flow, la manière dont tu scandes les mots sur le rythme. Et en fait, ce flow se retrouve exactement de la même manière dans le stand-up. Et c'est pour ça que des gars comme James Dino ont eu des facilités à passer de l'un à l'autre parce qu'ils ont cette musicalité dans la manière de parler. Et c'est un truc que les stand-uppers oublient assez régulièrement. C'est la musicalité de leur manière de parler. Ce qu'on appelle le delivery, donc la manière d'être sur scène et de parler, c'est un premier truc. Mais il y a une musique dans la manière d'amener tes trucs. Et ceux qui ont fait du rap, je trouve, ont parfois cette facilité à aborder cette difficulté-là du stand-up plus facilement, quoi. Donc, sous-entendu, je dois écouter plus de rap, ça va améliorer mon stand-up potentiellement. Franchement, potentiellement, oui. Ok, mais je prends le conseil. Après, en 2008, il y a ton ami Gilles Morin qui travaillait à l'époque pour Franco Dragon, donc à savoir le metteur en scène du Cirque du Soleil et des shows à Las Vegas de Céline Dion. Ouais. Rien que ça. Des petits shows. C'est sympathique. Il te contacte pour monter une boîte de production de contenu humoristique et d'humoriste. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter ce projet ? Je pense que l'étincelle qui avait été placée quand j'avais 13-14 ans avec Eddie Murphy et Canal+, et j'avais continué à consommer du spectacle humoristique tout au long de cette pré-carrière avant Kings of Comedy. Et ça faisait 5 ans que j'étais chez Dybex à l'époque. Je m'entendais plus trop bien avec mon boss de l'époque où j'avais l'impression d'être le calife à la place du calife mais sans le vouloir. Donc j'étais un espèce d'isnogoud inversé. Et donc je faisais un travail de boss sans avoir le salaire du boss. J'avais fait le tour, ça faisait 5 ans ou 6 ans que j'étais là. La boîte comptait beaucoup sur le DVD à l'époque, puisque c'était ça qu'on faisait. Et c'était un peu le DVD commençait un peu à décliner aussi. Et donc, je me suis dit, c'est un challenge de plus. En fait, Gilles, que je connais depuis qu'on était en secondaire ensemble, est venu chez moi toquer à la porte en me disant, c'est bizarre, au fil de mes pérégrinations, j'ai rencontré plein de nouveaux chanteurs belges, j'ai rencontré des sculpteurs, des plasticiens, des danseuses, des musiciens, mais pas d'humoristes. Où sont-ils ? C'est pas possible que depuis 15 ans, on n'ait que André Lamy, François Pirette et les frères Taloche et Marc Herman. Ils étaient 4. Et on ne les voyait que depuis 15 ans en fait en Belgique. Et il m'a dit c'est pas possible, il doit y en avoir. Et donc je lui ai dit ouais t'as raison, allons les chercher. Et moi j'avais rencontré via un gars qui s'appelle Maxime Bouchat, qui est le gars qui a créé le logo Kings of Comedy et Kings of Comedy Club. Un gars qui s'appelle Alex Papa Giorgio et qui avait un duo qui s'appelait Fazi Faz. Et qui s'était mis dans l'idée de créer un spectacle humoristique au Cirque Royal, sans producteur, et avait loué le cirque, et avait rempli le cirque de 2000 personnes, sans aucun support média, sans production, avec juste leurs couilles. Et donc j'ai été le voir avec Gilles, on s'est dit, on va commencer par là, puisqu'il y a un nouvel humoriste qu'on connaît à peine, mais qui est là. Et après avoir vu le spectacle, qui était, c'était cacophonique et génialissime en même temps, on s'est dit, ça va être notre première porte d'entrée. On a été le voir en loge, je lui ai présenté Gilles et on s'est dit, est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble ? Et on s'est dit oui. Et donc on s'est dit, on va produire le premier spectacle de Kings of Comedy. Donc Gilles avait déjà trouvé le nom de la boîte Kings of Comedy, qui est donc un hommage à The Kings of Comedy, le film avec Robert De Niro. À The Kings of Comedy, l'espèce de troupe qui existe du stand-upper black américain. Et donc on a lancé la production d'un spectacle qui s'appelle I Have a Dream d'Alexis Papa Giorgio, qui était... Alors donc nous on débarquait dans ce truc-là, on était encore en ASBL, on n'avait même pas encore de boîte à l'époque, on avait juste créé une ASBL, et on s'est lancé dans un spectacle où il y avait de la danse, des vidéos,
On a fait des trucs avec Bollywood, on avait Dieudonné qui était dans le spectacle. C'était un espèce de truc fou furieux qui était bien au-dessus de ce qu'on était capable de faire à l'époque, mais on a réussi à le faire. Gilles et moi, avec notre sac à dos, nos affiches à faire Namur et Liège sous la neige pour aller afficher partout, etc. Et on a fait une tournée d'une 20aine de dates en Belgique, qu'on a plus ou moins bien rempli. Et ça nous a assis. Alors, c'était en termes de production, si je fais marche arrière, c'était très très mal produit parce qu'on était Cadet et Benjamin là-dedans. Mais ça nous a permis d'essuyer les plâtres, de faire nos premiers pas dans le truc. C'est Cody qui faisait les premières parties de ce spectacle, parce que Cody était à la même école que nous avec Gilles, et donc on le connaissait. Et il nous avait dit qu'il avait 2-3 petits sketchs, machin, etc. On s'est dit, bah viens. Et via ça, on a créé un site internet. Ça nous a permis d'avoir un peu d'argent pour créer un site internet, de mettre une annonce qui disait « Tu adores Eddie Murphy, Seinfeld, exactement ce qu'on venait de dire avant sur mes débuts. T'as été biberonné par Canal+, envoie-nous une vidéo, nous on va te produire. » Et on a reçu la vidéo d'un petit gars qui s'appelait Alexandre Vigzorek. Une vidéo qui aujourd'hui, si je la montre, pourrait être une de ces casseroles pour les enfants de la télé. Et on a décidé de signer Alex sur cette vidéo. Mais qu'est-ce qui a fait que vous l'avez signé en voyant ça? Parce que tu as l'air de dire que c'est pas terrible. C'est pas terrible par rapport à ce qu'il fait maintenant, oui, voilà. Évidemment. C'était très intéressant. C'était, Alex, tu m'excuseras, mais je vais dévoiler le secret de toute façon, il l'a fait sur les premières dates du spectacle. Après, on a retiré ce sketch parce qu'on le trouvait plus assez en phase avec le reste du spectacle. Mais c'était un sketch sur la correspondance épistolaire entre deux gars qui se sont suicidés. Donc déjà très absurde et en même temps très intellectualiste, et ça sortait des cadres de ce qu'on voyait, justement, des Pirettes, des André Lamy, des Taloches. Et donc ça nous intéressait. On avait Alexis Papa Giorgio qui avait ce spectacle Fleuve, tu vois, qui était une espèce de grosse production, comme une comédie musicale en fait. Et puis de l'autre côté, Alex Vizorek qui nous faisait ce truc-là. On avait nos 2 premières pierres à l'édifice. Cody qui était un peu en retrait. Alex nous a dit « Ah mais j'ai un pote avec qui j'étais au Cours Florent qui s'appelle Walter ». Et puis on a signé Walter. Puis on a mis Walter au point virgule. Alors là, comment ça se passe? Nous, on est au tout début. On rencontre Stéphanie Bataille, qui est la metteur en scène d'Alex Vizorek, et qui était sa prof au Cours Florent. Elle n'est pas encore metteuse en scène à l'époque d'Alex, mais on la rencontre via son cadre de prof. On s'entend assez bien avec elle, et elle nous invite à manger, Gilles et moi, chez elle, où elle nous présente Philippe Vaillant, qui est le mari et producteur d'Anne Romanoff. Donc ça, c'est les premiers pas dans ce monde un peu de l'humour qu'on fait. On décide de mettre Stéphanie Bataille comme metteuse en scène d'Alex et de Walter, et grâce à elle, on fait un premier showcase au point virgule pour Alex et pour Walter, où on invite des gens qu'elle connaît, donc des Philippe Vaillant, des Cyril Hanouna, des machins comme ça. Et on fait notre première place sur le marché parisien, voire même quasi avant la Belgique, quoi. On avait déjà fait 2-3 dates. On avait loué la Vénerie, donc une petite salle de 60 places pour faire les premières dates d'Alex et de Walter. On avait fait le Petit Chaperon Rouge. La vraie première date d'Alex Vizorek, c'était en octobre 2010. Au Petit Chaperon Rouge, puisqu'on a fêté les 10 ans du spectacle en octobre 2020. La boucle était bouclée, puisqu'il a terminé les 10 ans au Cirque Royal, quasi jour pour jour après la première au Petit Chaperon Rouge. Belle petite évolution. Belle petite évolution, ouais. Et donc on a fait nos pas parisiens avec ça, et Walter a été, Antoinette Collin, qui est la directrice et programmatrice du point virgule, avait fort apprécié le showcase de Walter, donc nous a dit, si vous voulez, je peux vous donner un slot qui n'est pas le meilleur slot, mais c'est dimanche à 19h et lundi à 19h. On les a pris pendant les vacances d'été, puisqu'en pendant les vacances d'été, tous les humoristes sont partis à Avignon, à Montréal ou en vacances. Donc on s'est dit, on n'avait pas les moyens de faire un 20h pendant les dates normales, on va dire. Donc on a pris le 19h du dimanche pendant l'été, qui est à la base un créneau que les gens refusent, et ça a cartonné. Walter a cartonné là, et donc ça a vraiment lancé la boîte de production, quoi. Mais du coup, dans cette boîte de production, donc il y avait Alex, il y avait Walter, il y avait Alexis, Cody.
Après, plus tard, il y aura James Dino, Julie Villers, puis encore plus tard, Funky Fab, Freddy To Go, et encore Fabien Lecastel aussi. Ouais. Qu'est-ce qui, pour toi, a le plus changé dans le milieu de l'humour en Belgique ? Au tout début, quand vous êtes arrivé, il y avait le tout début du Made in Brussels Show, il y avait un peu le Cooks qui faisait surtout de l'humour à sketch, qui n'aimait pas trop le stand-up, ça s'est un peu développé ensuite. Il y avait aussi l'agence Tout Rire à l'époque, avec les débuts de PE, Cody, Benoît Delaby. Comment c'était à ce moment-là et qu'est-ce qui a le plus évolué selon toi ? À ce moment-là, il n'y avait rien. C'était surtout ça, il n'y avait aucun... déjà, les réseaux sociaux étaient à leur balbutiement. On débutait plus ou moins sur YouTube et Facebook ne servait qu'à envoyer des trucs à tes potes et pas du tout à faire de la promo ou du marketing. Donc comme tu le dis, on est arrivé juste après je pense que le premier Made in Brussels Show est avant le premier spectacle de Kings. On arrive plus ou moins en même temps et l'agence Tout Rire avait fait 1 ou 2 trucs avant aussi, quoi. Donc on arrive plus ou moins en même temps, un peu après eux sur le truc. Eux étaient pas du tout de la production, c'était de la diffusion sur un spectacle pour le Made in Brussels Show et une troupe pour ce qui est de l'agence Tout Rire qui s'autoproduisait au centre culturel d'Oderghem à l'époque. Ils avaient fait 1 ou 2 dates là-bas. Donc ce qui a changé par rapport à maintenant, c'est qu'aujourd'hui les moyens de se faire connaître et d'avancer sont pléthoriques. C'est-à-dire que tu peux faire tes vidéos chez toi, tu peux aller jouer dans plusieurs comedy clubs, tu as le What the Fun, le Made in Brussels Show, La Vie est une fête, le Comedy Cat, rien que sur Bruxelles, puis tu as des trucs à Liège, tu as la Ruche à Charleroi, enfin bref, il y a vraiment moyen maintenant de jouer et de performer son art de manière plus régulière. Là, à l'époque, il fallait qu'on fasse tout, il fallait qu'on loue tout, les salles, il fallait les convaincre, comme tu venais de dire, si tu voulais jouer au Cooks, elle n'aime pas trop le stand-up, Patricia, donc ça a été d'ailleurs... heureusement qu'on avait la porte d'entrée d'Alex Vizorek qui était un peu plus intellectuelle, qui nous a permis d'aller jouer chez elle. Donc on a fait nos premiers trucs chez elle avec c'était un 3x20 avec Walter, Cody et Alex Vizorek, parce qu'elle ne voulait pas un seul. Et puis la professionnalisation du milieu aujourd'hui va arriver un peu à son apogée. Et donc tu dis que le podcast va sortir quand ? Le 21. Le 21, donc mini scoop, enfin c'est pas vraiment un scoop, mais parce qu'il y a déjà eu une publication Facebook il y a 3 jours. Cet été, à 99,99%, on devrait enfin avoir la place de l'humour dans le décret des arts de la scène. Donc c'est un truc sur lequel on a travaillé beaucoup avec pas mal de gens, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais donc ça veut dire que enfin là maintenant, l'humour dans toutes ses formes, mais dont le stand-up qui était la forme un peu oubliée puisque les gens trouvaient que c'était pas vraiment de la culture du stand-up à l'époque, sont enfin reconnus. Il y a des aides qui vont être mises en place et des bourses pour les stand-uppers, etc. C'est un peu pas loin d'être historique ce qui va se passer là quand le décret va sortir, et on remercie beaucoup Bénédicte Linard, donc la ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la Culture, et Nicolas Brévoire qui est son attaché de cabinet, qui a instigé tout ce travail. Et donc là il y a un vrai... On est parti de rien, on s'est basé sur la production que faisaient donc les grands ténors de l'époque qui s'autoproduisaient eux-mêmes en fait, en se disant ok, on va prendre cette même recette mais on va l'ouvrir à produire d'autres gens et à nous être juste producteurs et pas du tout producteurs artistes. On est arrivé d'ailleurs avec nos grands sabots à l'époque, hein. Nous on croyait qu'on allait tout révolutionner, que tout le monde autour de nous c'était has-been et ringard, et que tout ce qui me comptait c'était le stand-up à l'américaine et notre manière très agressive de travailler, quoi. On en a un peu revenu parce qu'il faut écouter tout le monde et qu'il y a toujours du bon à prendre dans toutes les expériences. À la base, on n'était pas trop... on voulait un peu boycotter Rochefort ou les Cooks ou des trucs comme ça. Et puis au final, on s'est dit, mais non, il faut travailler avec eux. Et il faut justement faire ce travail d'éducation et nous apporter notre pierre à l'édifice et la changer. Et que je te dis, là maintenant, quasi 15 ans plus tard, l'édifice est réellement en train de changer puisque ça va s'inscrire dans un truc légal, juridique, quoi. C'est avec la Fédération des professionnels de l'humour qui fait partie En fait, il y a un groupe de travail qui a été lancé pour réfléchir. En fait, on a interpellé la ministre sur le fait que l'humour ne faisait pas partie des catégories qui étaient reprises dans le décret des arts de la scène. Le décret des arts de la scène, c'est quoi ? C'est le texte légal qui régit les manières dont sont attribués tel ou tel subside, tel ou tel soutien, telle ou telle manière de faire pour les arts vivants.
Et dedans, tu avais des marionnettes, tu avais le conte pour enfants, mais tu n'avais pas l'humour. Et donc on s'inscrivait dans aucune case. Quand on demandait des subsides, des gens qui avaient l'humour. C'est aussi ça qui régit par exemple les tournées comme Propulse ou Arévi. Propulse, c'est un mini Avignon belge, si tu veux, dans lequel l'humour ne pouvait pas rentrer. Arévi, c'est une manière où les centres culturels qui achètent ton spectacle, il y a 50% qui est pris en charge de l'achat par la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'humour ne pourrait pas rentrer dans ces cases-là non plus. Et donc tout ça faisait que les spectacles d'humour et de stand-up en particulier, qui étaient, parce que pour les gens qui prennent les décisions dans ces organes-là, ça n'existait pas, ça faisait pas partie de leur truc, c'était pas du théâtre, c'était pas de la culture, quoi. Okay. Et donc là, c'est un travail de 15 ans qui a été mis en place. Et donc ce groupe de travail, donc on a interpellé la ministre là-dessus, avec Sarah Vanel du MIB et Vincent Taloche, des frères Taloche et aujourd'hui de la Fédération. Et puis il y a un groupe de travail qui s'est mis en place, dans lequel il y avait d'autres gens comme Eric Marquis du Comédie Centrale à Liège-Charleroi, Manon Le Pomme, Zidani, Nathalie Huffner du TTO, et encore plein d'autres gens. Voilà, grâce à ces gens-là, on s'est installé, on a fait plusieurs réunions, on s'est dit qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qu'on doit changer, et on a sorti un rapport qui a été pris en compte par les organismes décisionnaires même, si on veut parler français. Et donc aujourd'hui ce rapport existe. On a fait des propositions pour le changement du texte dans le réel décret, et d'ici fin juin, ce décret devrait passer au Parlement et au Sénat. Génial. J'ai hâte de voir tout ce que ça va pouvoir débloquer. Et je pense réellement que ça va vraiment débloquer pas mal de choses. Ouais. Génial, ça c'est la bonne nouvelle. Vous l'aurez entendu la première fois dans le podcast, mais c'est incroyable, j'ai une exclue dès le début. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de cette époque-là que tu regrettes, quelque chose qu'on a un petit peu perdu ? Alors, je le regrettais jusqu'il y a 2 jours, je t'avoue. Et de nouveau petits scoops aussi pour ton podcast. Je regrettais jusqu'à peu l'esprit de bande et de camaraderie qu'on avait au tout début. C'est-à-dire que quand on a commencé, la bande, Alexis Papageorgiou, Alexandre Vizorek, Cody, James Dino, Walter et Fabien Lecastel, qui était déjà quasi là aussi, plus Gilles et moi, on partait tous ensemble tout le temps. On allait faire des plateaux au Tanzmatten à Strasbourg, on allait à Paris, on a fait une semaine de l'humour belge à Paris. On avait créé un truc où c'était vraiment un rat pack, tu vois. Et c'est ça qu'on essayait de mettre en place. C'est pour ça qu'on a tout de suite mis en place le Kings of Comedy Show, qui a été un de nos premiers grands spectacles. On l'avait fait au Théâtre Varia, etc. Où on voulait que cet esprit de bande et de camaraderie, cet esprit Canal+, en fait vraiment Robin des Bois et Nul, soit mis en avant. Et puis chacun a commencé sa carrière solo, et un peu comme dans mon groupe de rap à l'époque que j'avais avec James Dino. On avait cet esprit de bande, et puis il y en a toujours un ou deux qui sortent du lot, et puis James Dino était pris à part pour faire sa carrière solo, et ça a un peu délité l'esprit de bande. Et c'est un peu ça qui s'est passé aussi ici. Et alors, je le regrette pas, je pleure pas dans mon lit, machin, et c'est toujours des amis avec qui je fais plein de choses, mais il y avait cet esprit, on était un peu innocent et on y allait, enfin tu vois, l'argent n'était pas non plus vraiment un souci, parfois juste on allait parce qu'on avait envie d'être là-bas, et on mangeait, on buvait à l'œil, et c'était très bien, et on a fait des soirées mémorables au Luxembourg, à Namur, je te dis, à Strasbourg, machin, on y allait en voiture ou en van, enfin bref, c'est bien avec les moyens du bord. Aujourd'hui ça va plutôt être, c'est première classe en train, et on y va chacun de notre côté, on se retrouve là-bas, et quand on s'y retrouve c'est très très bien, mais il n'y avait plus ce truc, parce que beaucoup plus d'humoristes, etc. aussi. Et puis moi à un moment, on va en revenir, j'ai arrêté la production aussi, et donc j'avais plus ce truc là. Et là je l'ai retrouvé hier, en fait. On a fait le premier shooting photo pour un projet qu'on met en place avec What the Fun et La Vie est une fête, où on va emmener 9 humoristes de la nouvelle génération à Avignon. On a pris des slots là-bas où ils vont jouer donc chacun tous les 2 jours, et donc c'est un nouveau projet, les Belges en Avignon, qui est financé, et on le remercie d'ailleurs, par Up Bruxelles, qui est l'agence pour l'exploitation des entrepreneurs bruxellois. Okay. Donc là on a considéré ces 9 humoristes comme des entrepreneurs culturels, et donc on va attaquer ce marché d'Avignon avec eux. Et hier on a fait ce shooting avec eux, et donc c'est 9 personnalités qui se connaissent parce qu'ils sont dans les plateaux ensemble, etc. Mais tu as toujours un peu peur de la cohésion. On va partir pendant 1 mois dans une villa avec les 9 personnes, tu vois, donc et je me suis trop marré hier lors du shooting photo. C'était incroyable de revoir
un esprit d'équipe et pas de compétition, ou de compétition saine, puisque chacun va avoir son spectacle là-bas, et donc on a déjà mis des gages à ceux qui mettraient pas assez celui qui a fait le moins de ventes la journée va devoir faire des trucs, etc. Donc il va y avoir un bel esprit de compétition. Ils sont déjà en train tous de penser à comment on va faire les parades, les machins, etc. Et c'était très très cool. Après, très difficile à gérer parce que tu as une vanne toutes les 3 secondes quand tu as 9 humoristes, et parfois il faut être concentré quand il faut faire le travail. Mais donc voilà, cet esprit de camaraderie que j'avais un peu perdu et de banda, là je le retrouve avec cette nouvelle génération là, qui d'ailleurs a aujourd'hui toutes les clés pour réussir, parce qu'ils ont toute l'expérience de la première génération, donc les Vizorek, Cody, machin, l'expérience de la deuxième génération, les Guillermo Guise, Laura Lone, Ino JP et compagnie, Fanny Ruet, et puis maintenant c'est la 3e génération, Nikos, Sacha Ferra, André de Marteau, Lisa Delmoitier, Dena, Serena Yari, machin, etc. Et eux peuvent bâtir leur truc sur des bases qui sont déjà là, et donc je pense que ça va être très très bien. Ok, mais j'ai vu les shootings photos qui teasaient un petit peu pour savoir ce qu'il en était, et donc je suis ravi. En plus, j'aime tous les artistes qui sont dedans. Il y a Lorenzo Mancini, Sacha Ferra, Dena, Lisa Delmoitier, Florent Leçon, Gaëtan Delferrière, Nikos, Adèle. Et bien, quasiment tous en plus sont déjà passés par le podcast. Donc je suis super content pour eux, ça va vraiment être cool de faire un premier Avignon. Mais on va revenir un petit peu sur le parcours, sinon on ne va jamais arriver au bout. Et vous me connaissez pour les auditeurs, je mets tout le monde en retard. Et là, je risque de me mettre moi en retard parce que je dois partir travailler. Désolé, je parle beaucoup. Non, mais c'est très bien, c'est juste que je me connais, donc je fais attention. Alors, je vais résumer parce que vous avez fait vraiment beaucoup de choses avec cette boîte de production. Donc, tu l'as dit, il y a le King of Comedy Show au Varia à Bruxelles, la Semaine belge à Paris, le Festival d'Avignon avec Alex Vizorek, Walter au point virgule. Vous avez créé l'émission Les Enfants de Cœur. Vous avez fait Montreux avec Alex Vizorek. Vous avez fait des blagues au Salon de l'Auto de Kinshasa avec Cody et James Dino. Vous avez fait le Bruxelles Comedy Festival. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Quel est le meilleur souvenir que tu as gardé de cette époque de producteur ? Je pense que c'est le premier Kings of Comedy Show au Varia. C'était une consécration parce qu'on a voulu, comme je te disais, on était dans cette période où on arrivait en étant les rois du monde, et ça s'est un peu vu sur la scène. On a fait un truc assez, même aujourd'hui je suis pas sûr de pouvoir recommencer un truc aussi fat, en tout cas avec les moyens qu'on avait. C'était vraiment et de voir toutes les idées qu'on avait mis en tête sur la mise en scène, les machins. On commençait avec des ombres chinoises derrière un écran. C'était un espèce de truc Las Vegas, puisqu'on était dans le truc Rat Pack, donc on avait le grand truc Las Vegas, machin. Il y avait aussi des danseurs. Et puis on avait une grosse réunion, une grosse réception pour les VIP. Après, on avait mis les petits plats dans les grands. Et c'était le premier grand truc qu'on faisait. On se montrait au monde, en fait, tu vois. On a eu pas mal de presse qui était là. On a eu beaucoup de papiers derrière, etc. Et donc là, j'ai senti qu'on tenait quelque chose et qu'on y allait. Toute la tournée avec Alexis, oui, mais on perdait un peu d'argent. Et puis on avait commencé à faire quelques dates avec Alexandre, avec Alex Vizorek. C'était pas encore ça, on n'avait pas encore le point virgule, etc. à l'époque. Et donc là, c'était le premier truc où on s'est dit, waouh, tu vois, ok, il y a un truc, on est dans le Varia, il y a 450 personnes, c'est complet, les gens étaient debout à la fin. Et franchement, c'était vraiment bien, quoi. Et je dois avoir du footage de ça encore quelque part, puisqu'on l'a évidemment filmé. Et je pense que ça tient encore la route, même encore aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc, je suis très, très, très content et très fier d'avoir réussi à faire ça. Et puis, la deuxième chose où je suis très fier qu'on ait réussi à le faire, même si au final ça a été un projet avorté après 2 éditions, c'est Kermezzo, qui est un festival qu'on a placé au cinquantenaire, qui est un mix entre les arts circassiens et le stand-up, et l'humour en général, même, puisqu'on n'avait pas que du stand-up. Et on s'est installé pendant 3 semaines au cinquantenaire, où on était ouvert de midi à minuit pendant 3 semaines. Une espèce de mini fringe, si tu veux. C'était ça qu'on avait en tête, évidemment. Sur un budget d'1,5 million, qui n'est pas négligeable à l'époque, qui a été rendu possible via l'apport d'un groupe dont on va parler juste après, j'imagine. Et d'avoir pu mettre en place ce truc-là, monter, le cinquantenaire est vide et tu l'amènes et deux jours après tu as un village là-dedans et tu le fais tenir pendant 3 semaines, où je pense qu'on devait dormir 1h30 par jour pendant 3 semaines, et gérer
tout ce qu'il y avait sur le côté aussi, tu vois, parce qu'il n'y avait pas que le festival à ce moment-là. Ça, c'est une grande fierté de producteur. Et puis on a tout de même on a produit une série qui a floppé, mais j'ai fait mes premiers pas en tant que producteur audiovisuel sur la série Champion. D'avoir réussi à faire atterrir le truc après un tournage catastrophique, où je pense que si tu regardes le documentaire L'Homme de la Mancha du film Don Quichotte de Terry Gilliam, on n'a pas eu les intempéries qui nous ont... Enfin si, en plus on les a eu. On n'était pas loin de ça. Et donc voilà, ça c'est les 3 grands points de fierté. Et puis le fait qu'aujourd'hui, tout de même, les humoristes qu'on a signés sont tous plus ou moins des stars, quoi. Donc ça prouve un peu tout de même qu'on n'a pas fait fausse route dans ce qu'on avait comme idée en tête. Et kudos à Gilles, donc Gilles Morin, qui a eu le flair, parce que c'est lui qui était le directeur artistique de la boîte à l'époque. Et qui a trouvé ces gens-là. C'est lui qui m'a dit viens, on signe Fabien Lecastel, viens, on va chercher Funky Fab ou Freddy Tougo, viens, on remet Laurence Bibot sur les rails en faisant du stand-up avec elle. Donc ouais, et d'avoir des gens qui sont passés chez nous comme Guillermo Guise aujourd'hui, c'est vraiment c'est une fierté, quoi. Il y a de quoi être fier, parce que comme tu dis, tous ces noms-là, c'est des noms qui maintenant la nouvelle génération regarde avec admiration et prend en exemple, donc merci pour ça. Après, en 2012, donc il y a Gilles Morin qui devient directeur artistique pour Juste pour Rire. Juste pour Rire qui rachète 50% de votre boîte de production, ce qui renfloue grandement les caisses à l'époque. Avec Juste pour Rire, vous développez des festivals d'humour en Afrique. Vous avez joué à Hammamet en Tunisie, Agadir, à Kinshasa au Congo. Vous avez aussi eu l'idée de créer un comedy club, donc le Kings of Comedy Club, que l'on connaît aujourd'hui. Elle est née d'où cette envie et quel était l'objectif du Kings of Comedy Club ? Alors, l'objectif principal du Kings of Comedy Club, c'était d'avoir un endroit où nos artistes pouvaient jouer. On s'est dit, ok, on a le canal des artistes, on a le canal des festivals. On avait déjà produit un peu d'audiovisuel puisqu'on avait fait le stagiaire à l'époque avec James Dino et Guillaume, et on s'est dit il nous manque le canal de la venue, quoi, de l'établissement. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu 2 ans à New York, donc j'avais un peu écumé les comedy clubs là-bas, et puis on est retourné, on a été voir le Cellar, on est retourné à LA pour voir le Love Factory, etc. Et puis on s'est dit ce serait vraiment bien d'avoir un lieu comme ça ici, et donc on s'est mis en tête de l'ouvrir. Et on a trouvé ce lieu donc au HEC de Bouddha, près du cimetière d'Ixelles, qui était un restaurant thaï, et on l'a racheté. L'inspiration principale, c'est le Comedy Cellar de New York. Qu'est-ce que vous vouliez absolument dans ce Comedy Club ? Alors, on voulait qu'il y ait pas de coulisses, pas de dégagement, que l'artiste soit au plus proche du public. On voulait une ambiance tamisée, rouge, noire. Et on voulait que les gens puissent, à la base, ça a changé depuis, mais manger tout en profitant d'un spectacle. Donc au départ, il y avait une cuisine au Comedy Club qui n'existe plus depuis 2018. Donc on avait des burgers, des pâtes, des machins, etc. Et donc on avait 2 modèles économiques à mettre en place, le modèle économique de la billetterie et le modèle économique de l'Horeca. Le modèle économique de l'Horeca n'étant pas notre fort, on s'est associé à des gens pour faire ça, évidemment. Parce que moi, je ne savais pas où je devais aller acheter de la viande, et où je devais aller acheter des pains burgers, et où je devais aller acheter de la vodka, tu vois. Donc on a trouvé quelqu'un qui avait déjà des établissements dans le quartier, qui connaissait tout le truc, et qui était de nouveau à l'école avec nous, et qui était le meilleur ami, qui est toujours d'ailleurs le meilleur ami de Cody. Donc il y avait pas mal de synergies qui pouvaient se mettre en place. Et donc on s'est associé avec lui pour monter le lieu en 2012. Ce qui fait que le 27 avril 2012, c'est la grande soirée d'ouverture du Kings of Comedy Club. Grâce à vos contacts dans le milieu, vous faites rapidement jouer des humoristes comme Verino, Shirley Soignon, mais surtout vos artistes, donc Cody, James Dino, etc. Comment s'est passé les débuts du Comedy Club ? Alors ça a été le tout début, pas très bien en fait au final. Évidemment la soirée de lancement s'est bien passée, il y avait du monde, et puis les premiers jours, t'as l'effet de surprise, il y a des articles dans la presse, machin, etc. Donc il y a un peu des gens qui viennent. Comme tu dis, on a profité en fait au début, on a ouvert pendant le Brussels Comedy Festival qu'on produisait nous-mêmes aussi. Et donc on a pu profiter des artistes qui étaient au Brussels Comedy Festival pour mettre certains noms sur la scène dès le début, comme Shirley Soignon, comme Verino qui était chez Juste pour Rire, et donc Gilles était son manager, donc ça facilitait le bazar, etc. Ou le comte de Bauderbala, ou des trucs comme ça, tu vois. Et puis après, une fois que les grands noms de ce festival n'étaient plus là, il a fallu un peu remplir, et donc on a mis des gens un peu moins connus, parce qu'on n'avait pas les moyens de se payer des grandes personnes. Bon, c'était 2,50€ l'entrée à l'époque. Et on a mis du temps à faire comprendre au public belge qu'il pouvait venir un mardi soir voir quelque chose.
puisque c'est pas dans l'ADN du Bruxellois et du Belge en général, de se dire mardi soir je peux sortir voir un spectacle. C'est plus dans les ADN anglo-saxons ou parisiens. Je pense que ça tient aussi bêtement à la taille des appartements. C'est-à-dire que quand tu vis dans 14 mètres carrés, tu as plutôt envie de sortir et de revenir juste dormir chez toi. Quand tu as 65 mètres carrés, tu préfères inviter des potes chez toi pour faire un repas. Et donc il y a eu un vrai travail d'éducation du public par rapport à ça, et qui a mis du temps, et qui, là je vais skipper quasi 6 années en un, mais qui jusqu'en 2018, on s'est posé la question de la fermeture du lieu. Parce qu'on ne perdait pas d'argent, mais on n'en gagnait pas, et on mettait beaucoup de travail et d'énergie là-dedans. On commençait à se faire connaître, mais on avait encore du mal à avoir certaines personnes. Heureusement, on avait eu Kian Kojandi ou Blanche Gardin qui étaient venus, qui avaient remis un peu de peps sur le truc, mais on sentait qu'il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Alors, est-ce que c'était le modèle économique? Est-ce que c'était la gestion? Puisque on mettait des gérants derrière le bar qui n'étaient pas des gens de la boîte, etc. Et donc, en 2018, on a décidé on s'est dit, ok, c'est soit on ferme, soit on fait quelque chose. Un événement particulier dont tu vas me parler, j'imagine, en 2018, a précipité les choses et a fait qu'on a restructuré le Comedy Club. J'en suis devenu le gérant. J'étais juste actionnaire à la base. J'en suis devenu le gérant, le barman, le programmateur, le communicateur, un peu le Rémi Brica donc, du Comedy Club. Et ça a changé la dynamique, d'autant plus qu'on a ajouté dans l'actionnariat Guillermo Guise et Alex Vizorek, qui nous ont donné une crédibilité supplémentaire chez les humoristes. Et là, dès septembre 2018, la machine s'est relancée pour en arriver aujourd'hui où on fait quasi complet tous les jours. Là, donc on est très content. Comment vous avez réussi à éduquer ce public qui, au départ, payait 2,50 €, qui n'avait pas les codes, donc qui parlait pendant le spectacle, qui parlait à l'humoriste qui était sur scène, qui mangeait, et, en ne faisant pas attention au bruit qu'il faisait en tout cas. Comment vous avez réussi à changer cette dynamique ? Je pense que c'est pas nous qui avons réussi à changer la dynamique. La dynamique a été changée par les multifactoriels, la présence du stand-up dans les médias de plus en plus grande, et donc les gens qui voyaient de plus en plus de trucs, les gens s'éduquaient un peu eux-mêmes par rapport à ça, aller voir des spectacles à Paris ou machin, et puis à force de répéter sur scène les codes, en fait, c'est à ça que sert la chauffe aussi, c'est vous parlez que si on vous adresse la parole, essayez de pas murmurer, les téléphones, machin, etc. Puis je sais pas, est-ce que le public s'est un peu éduqué lui-même? Encore aujourd'hui, tu sais, il faut encore leur redire les codes, etc. Mais en tout cas, sur le fait de pouvoir sortir et d'aller voir des spectacles un mardi soir, je pense que c'est tout un pan culturel même qui a changé. Il n'y a pas que pour le stand-up que maintenant tu peux sortir et aller voir des spectacles le mardi soir. Il y en a d'autres par ailleurs, quoi, tu vois. Mais je pense pas que ce soit que nous qui avons éduqué les gens, parce que je fais pas du porte-à-porte pour leur dire comment ça se passe, et on n'a pas sorti de pamphlets pro stand-up ou machin, on a juste continué à travailler, nos humoristes ont continué à s'améliorer, et donc à faire de plus en plus de télé, et donc à devenir de plus en plus connus, et donc les gens se sont dit ok, on va les voir, et quand on vient ici, on entend la première fois, et puis on revient pour voir notre spectacle, et au fur et à mesure, on avait peut-être à chaque fois 90% de gens qui étaient là pour la première fois, et puis 80, et puis 70, et puis aujourd'hui 50, 40, tu vois. Et là, on commence à avoir vraiment de plus en plus d'habitués. Voilà. Mais je pourrais pas te dire exactement quel a été le switch entre ok, on est éduqué ou on l'est pas. En tout cas, il y a eu un vrai switch à partir du moment où moi je me suis mis derrière le bar, c'est mon argent qui est en jeu, et pas l'argent d'un éventuel actionnaire qui me paye un salaire à la fin du mois. Et donc j'étais certainement plus impliqué que mes anciens gestionnaires, etc. Tu vois, et ça change tout à partir du moment. Et puis il y a un visage qui s'est mis aussi, je pense, sur le Comedy Club. Avant, on n'avait pas vraiment de visage. Je suis devenu un peu le porte-parole du lieu. Et je pense que c'est important aussi. Et avec l'expérience de production que j'avais, plus maintenant l'expérience dans le Comedy Club, les gens commencent à m'écouter un peu plus aussi, tu vois, à se dire, quand ils parlent d'humour, écoutons-le un peu, tu vois. Alors, j'ai pas la science infuse de l'humour, loin de là, mais j'ai maintenant 15 ans d'expérience dans le métier, et je pense que c'est pas négligeable. Et donc, je pense que c'est ça, c'est tout un facteur qui a fait que, et puis là aussi, le fait que, avec Guillermo et Alex, directement, quand moi je voulais avoir Baptiste Le Caplin, j'appelais TS3 et je devais passer par machin, tu vois, et puis à un moment, Guise il voit Baptiste sur un plateau, il dit tu viens, Baptiste dit oui, Baptiste on te parle à sa prod et ça facilite évidemment les choses,
Et à partir du moment où j'ai ce premier contact qui a facilité, maintenant quand je rappelle TS et que ça s'est bien passé les 4 soirs qu'on a fait avec Baptiste, quand il me dit oui, on vient prendre Kian ou vient prendre machin, il n'y a aucun souci quoi. Et là maintenant aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment 2022 est l'année où j'ai reçu le plus de compliments sur le Comedy Club. Il y a Karim Duval qui est venu le 19 février dernier et qui a dit un truc sur scène qui m'a fort touché. Qui a dit aujourd'hui à Paris, si tu veux faire partie de la famille des humoristes, il faut avoir joué au Kings of Comedy Club. Enfin, je peux dire que je suis humoriste. Okay. Et j'étais là, je fais waouh, putain, ça c'est le genre de phrase que j'ai envie d'avoir sur un t-shirt et je l'ai pas enregistré, ça me fait chier, ils n'étaient pas captés quoi, mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, même au-delà de la Belgique et au-delà des frontières, et même il y a des Québécois qui m'en parlent beaucoup, on est devenu une référence et ça fait vraiment plaisir. Moi, j'adore ce lieu. Comme je te le disais juste avant qu'on commence à enregistrer, j'avais joué à l'époque où la scène était contre le mur de briques que vous aviez mis au départ. Donc pour ceux qui ne sont jamais venus au Comedy Club, quand vous rentrez, il était au fond à gauche, à côté du bar. Maintenant, il est en face de vous quand vous rentrez dans le Comedy Club, ce qui est mieux, clairement, au niveau de la salle et de tout ça. Mais j'avais joué à l'époque avec le mur et avec le symbole dans le dos. J'ai ma petite photo à l'époque, en 2015, je pense. Mais moi, le Comedy Club, c'est mon endroit préféré à Bruxelles. Je vous le disais dans l'intro, pas juste pour faire du frotte-manche, mais j'adore cet endroit. À chaque fois que j'ai joué ici, c'est dans mes meilleurs souvenirs et j'adore ce lieu. Je recommande dans je ne sais pas combien de podcasts. Mais c'est clair que tous les humoristes à qui je parle, qu'ils soient français, québécois ou suisses, ils ont la référence. Ils savent c'est quoi le Kings of Comedy Club. J'ai pas besoin de devoir expliquer. Je dis j'ai joué au Kings. Ah, ok, on a la ref. Et je pense qu'il y a alors non seulement un travail de notre part qui fait qu'on accueille bien les gens, que le public est plutôt bienveillant, mais souvent ce que les gens me disent c'est il est bien pensé. C'est-à-dire que la scène est à la hauteur qu'il faut, l'endroit est beau, tu as envie d'y jouer, et là on a changé maintenant la scène dernièrement depuis qu'on a fait une émission avec RTL et ils nous ont créé une petite scène pour ça et c'est très très cool. Elle est encore mieux qu'avant parce qu'avant elle était vraiment qu'à 10-15 cm du sol. Aujourd'hui elle est à 35, ce qui ravit tous les humoristes qui passent maintenant. Par contre, réel regret de ne plus avoir le mur de briques évidemment derrière l'artiste. Il fallait faire un choix, c'était pouvoir rajouter 30 places ou continuer à jouer derrière le mur de briques. Et à un moment, tu fais des choix financiers aussi. Et même, je me demande même comment à l'époque, quand par exemple Guillermo Guise et Laurence Bibot ont fait un mois ici où ils faisaient un 30-30 et ils jouaient sur ce mur de briques et on mettait 80 personnes dans cette salle. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui étaient tout à fait au fond et qui ne voyaient même pas en fait l'artiste, quoi. Et je me demande même comment des gens étaient prêts à payer pour ça. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, au départ on a commencé à 2,50 et puis on a passé à 5 et puis on est passé à 10 et aujourd'hui il y a des spectacles à 20 mais c'est vraiment les plus chers. En général les spectacles sont à 10 ou à 15. Je le redis, j'adore le Comedy Club, je suis toujours tout content de venir ici mais je crois que c'est juste que j'aime trop le stand-up et en fait c'est un lieu destiné à ça, donc ça se ressent dans le lieu. Contrairement à d'autres lieux qui sont investis par le What the Fun ou machin, etc., qui ne sont pas des lieux pensés pour ça. Et je pense que c'est ça qui est intéressant ici. Et quand Alex et Guillermo sont rentrés dans l'actionnariat, la première chose qu'on a faite, c'est venir dans le lieu et se dire ok, qu'est-ce qu'on change, comment on arrange pour que les choses soient meilleures. Et quand vous avez commencé le Comedy Club, il y a quelque chose que vous avez commencé rapidement, c'est une idée d'Anne Gagnon, c'est de commencer le Next Prince of Comedy, qui est un concours d'humour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un championnat entre humoristes. Donc il y a des contraintes à chaque palier de la compétition pour élire le grand gagnant, le Next Prince. Donc il y a eu Georges D, Laura Lone, Guillermo Guise, Ino JP, Émilie Krohn, Gaëtan Delferrière, Florent Losson, Denis Richir, Fanny Ruet, Baba Nézar, Mehdi BTB et Lorenzo Mancini, qui sont que des humoristes que je vous recommande très chaudement, que j'adore. Si tu devais retenir un moment mémorable de ce concours, parce que je sais qu'il a cartonné dès le départ, même le départ où tu me disais que ça ne marchait pas tant que ça, le concours fonctionnait vraiment bien, genre la salle était remplie à ras-bord. Est-ce que tu as un souvenir mémorable de ce concours ? Un souvenir mémorable de ce concours. Alors, il y a eu des trucs très courts, des miracles, qui ont été très marrants aux dépens de certaines personnes. Je ne peux pas dire que ce soit des souvenirs mémorables, mais c'est des souvenirs tout de même qui restent entrés. Puisqu'il n'y a pas de casting sur le concours, n'importe qui peut s'y inscrire. Et donc, tu as un premier tour de sélection. Les 2 premières années, pas de sélection, on partait directement en 16e de finale ou en 32e de finale. Et donc on a eu des trucs où tu te dis mais comment est-ce possible d'avoir osé monter sur la scène avec ça ? Je ne citerai pas de nom
pour ne blesser personne, mais c'était assez marrant. Après, je trouve qu'à chaque fois, un des trucs qui est assez gratifiant dans ce concours, c'est quand tu arrives à la finale et que tu vois les 30 minutes que les humoristes ont créées pendant les 8 semaines de concours devenir quasi un vrai spectacle, et voir ces gens pouvoir tenir 30 minutes alors que parfois ils avaient 0 minute en commençant. C'est assez remarquable. Je remarquerai tout de même la première victoire de ce qui est celle de Georges D, parce que c'est la première victoire, et surtout parce que il nous a quittés, parce que la vie n'était pas ce qu'il attendait aujourd'hui pour lui, et donc quelque part il y a tout de même c'est empli d'émotions cette première victoire, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment très doué, qui a été co-auteur pour Alex Vizorek pendant tout un temps, qui a travaillé beaucoup avec Guillermo Guise, qui faisait partie du premier Kings of Comedy Show, et qui était très doué, qui était le premier à avoir un humour hyper pince sans rire comme ça, très morbide, bien avant Fanny Ruet ou Lisa Delmoitier. Et ouais, ça c'est quelque chose qui va rester. Et alors, c'est tout de même le concours qui nous a révélé Guillermo, et qui est aujourd'hui, je pense, la star incontestée du stand-up francophone, même au-delà du belge, tu vois. Je trouve même en France, ça devient un gars qui pèse face à des Roman ou à des Fary, et qui en Belgique est l'objectif à atteindre pour tout stand-upper qui commence ou qui même pas qui commence. C'est devenu vraiment de reaching point pour tout le monde, quoi. On veut faire la carrière de Guillermo Guise, écrire comme Guillermo Guise. Ouais, vraiment, et je le vois, tous ces jeunes, c'est vraiment une étoile qui brille dans la nuit, quoi. Son nom est cité dans chaque épisode de ce podcast, assurément. Il y a même Verino, qui pourtant a une énorme carrière, une énorme communauté qui le suit et beaucoup de talent, disait même que son nouveau spectacle, après l'avoir vu, ça lui avait donné un coup de pied au cul de « Waouh, c'est super fort ». Il l'avait dit dans le podcast et je l'avais envoyé à Guillermo, qui ça lui avait fait bien sûr plaisir. Mais vraiment, oui, c'est avoir révélé Guillermo Guise. Tous les autres participants après rêveraient d'être dans la même compétition que Guillermo Guise, rien que ça. Ouais. Alors, gagner le même concours et espérer arriver au même niveau, je leur souhaite. Mais... Et d'ailleurs, on va... alors, c'est pas encore validé par tout le monde, mais... cet été, on va faire un Experience of Comedy Legends avec tous les demi-finalistes de toutes les éditions. Eh ben, j'ai que des exclus aujourd'hui, c'est incroyable. Après, vous avez aussi créé l'Académie du Kings of Comedy Club, avec donc 2 semaines de formation pour les humoristes débutants, avec notamment des cours d'écriture qui étaient donnés par Guillermo Guise, par Alex Vizorek, la création de personnages avec à un certain moment Pablo Andrés et Freddy Togo, de l'improvisation aussi, enfin tout ce qui est lié au métier, avec de la régie aussi. Dans cette académie, il y a pas mal de noms qui sont maintenant connus dans le milieu belge, comme Farah, Emily Krohn, Dave Parker, Ino JP, Yuri Garfinkel. Pourquoi cette envie d'avoir son académie ici au Kings ? Alors, c'était en fait l'académie a débuté le jour du premier Kings of Comedy Show qu'on a fait au Varia. L'idée qu'on avait eue avec Sylvie du Varia, donc la directrice du Varia à l'époque, je ne sais pas si elle l'est toujours, c'était d'englober le Kings of Comedy Show dans un truc un peu plus grand, dans un écrin un peu plus large, de mise en avant de la culture, de l'humour et du stand-up. Donc toujours un peu ce combat qu'on a depuis le début, de donner sa place dans la presse et la résonance auprès des pouvoirs publics de l'humour et du stand-up. Et donc Sylvie nous avait dit pourquoi pas faire des cours. Et on s'est dit pourquoi pas, on fait 2 semaines de cours juste avant, on a au profit du Varia, puis dans le petit Varia on peut montrer le résultat de ce qu'on a fait, etc. Et donc on a mis ça en place. Le premier directeur, si tu veux, de l'académie a été Alexis Papageorgiou, de cette première académie qui c'était à mon avis en 2010 ou 11, 2010 je pense. Et puis après l'académie est revenue ici au Comedy Club à partir du moment où on a rouvert le Comedy Club. L'idée c'est de pouvoir permettre à des gens, parce que en fait l'ADN de Kings of Comedy, que ce soit le Comedy Club ou la production, c'est tout de même de mettre la jeune création belge en avant et d'en faire des stars si possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que Juste pour Rire avait racheté 50% du capital à l'époque, c'est qu'ils avaient estimé que notre travail de développement from scratch to
B, donc si tu classes les artistes en A+, A, B, B+, machin, etc. On venait de 0 à B, voire B+, mais passer à A était plus difficile, puisque c'est pour ça qu'il faut les moyens, mais ils ont été très, très flashés par ce travail qu'on avait de développement, et donc c'est pour ça qu'ils nous ont demandé d'être leur aile de développement, si tu veux. L'académie reste aussi une extension un peu du militantisme, entre guillemets, qu'on peut avoir, d'être le bras armé de la découverte du stand-up, si tu veux, et surtout de l'amélioration de la qualité de ce que les gens peuvent proposer. Et donc ça a toujours fait partie de notre envie, de notre ADN, c'est de pouvoir éduquer aussi bien les gens que le public que les gens qui veulent faire du stand-up. Et on voyait pas mal de petites personnes, et on voyait pas mal de gens, de petites personnes, on dirait que je parle des gens de chez Willy Wonka. On voyait pas mal de gens qui voulaient se lancer, mais qui n'avaient peut-être pas les bases, les structures, ou qui ne savaient pas. Et donc on s'est dit, c'est une bonne idée de le mettre en place. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie d'en faire un vrai projet sur le long terme. J'aimerais bien que cette académie soit un vrai module qui, à terme, pourrait devenir comme l'École nationale de l'humour à Québec, à Montréal, pardon. Mais pour le moment, c'est un module par an où, à la fin de ça, tu ressors en te disant « Ok, je pense que je peux dégager plus de temps pour aller dans ce corps de métier parce que c'est ça que j'ai envie de faire » ou non, au final, c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est ça le but réel aujourd'hui des 2 semaines de cours. C'est pour un montant qui est plutôt bon marché, je pense, puisque c'est 300 € l'inscription pour 2 semaines de cours avec la captation de ton spectacle à la fin, et d'avoir un panel de ce que c'est la vie d'humoriste et la vie de stand-upper, te dire ok, je vais me lancer là-dedans ou je vais pas me lancer là-dedans. Et comme tu disais, des gens comme Ino JP, Dave Parker, Farah et Vinny Krohn se sont dit ok, je vais me lancer là-dedans après l'académie, quoi. Et souvent les gens font l'académie puis s'inscrivent au Next Prince, et puis gagnent ou ne gagnent pas le Next Prince, hein. Le gagné n'est pas non plus ceux qui l'ont gagné en général ont fait carrière là-dedans, mais ceux qui l'ont pas gagné ont fait carrière là-dedans aussi. Donc Farah l'a pas gagné, Dena l'a pas gagné, pourtant ils ont participé, tu vois. Et ceux qui n'ont pas gagné sont contents de l'avoir fait parce que ça pousse à tenter des choses, et ils te mettent des contraintes, ils sont toujours très contents de l'avoir fait. Fanny Ruet me demande de participer chaque année juste pour pouvoir lui mettre un coup de pied au cul pour pouvoir écrire, mais vu qu'elle l'a gagné, elle ne peut pas. Puis j'imagine la pression de la personne qui va arriver. Et alors tu es contre qui? Contre Fanny Ruet. Ok. D'où l'idée du Legends qui m'a été soufflée par Fanny, en fait. Mais très bonne idée. Mais du coup, c'est que les demi-finalistes ou alors aussi... Non, demi-finalistes, enfin les 4. Donc on est à la 10e saison, donc on aurait 40 avec tous ceux qui pourraient pas le faire, etc. Voilà. Ok, je sais ce que je fais de mon été. C'est parti, je vais venir voir ça. Ok, c'est génial. J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi aussi. On va revenir à la boîte de production, mais je vais résumer pour avancer. Donc vous avez multiplié les projets avec la boîte de production, certainement trop. C'est toi qui le dis dans une interview, c'est pas mon point de vue. Plus que certainement trop. Donc vous aviez la production d'humoristes, le Comedy Club, des captations de spectacles, des séries, tu l'as dit, le Stagiaire ou la série Champion. Il y a Gilles qui devient vice-président du groupe Juste pour Rire. Vous avez organisé des festivals comme le Kermezzo et d'autres. Bref, vous vous éparpillez beaucoup. Il y a plusieurs artistes qui quittent le navire parce que vous n'avez pas assez de temps à leur accorder. Plusieurs projets font des flops malheureusement. Et le coup de massue final, c'est Gilbert Rozon, le grand patron de Juste pour Rire, qui fait l'objet de 9 accusations de viol, d'agression sexuelle, etc. Ce qui fait que Juste pour Rire est vendu à un groupe américain qui décide de fermer les filiales en Europe, et votre boîte de prod fait faillite. Exactement. Est-ce que c'est un gros regret de ne pas avoir réussi à faire perdurer cette boîte, ou au final tu te dis tu es plus heureux maintenant? Alors je suis plus heureux maintenant parce que j'adore mon travail au Comedy Club, mais c'est un énorme regret. Et je suis plus heureux parce que justement il y a le regret, je pense, tu vois. Si j'avais réussi à faire perdurer cette boîte et à la rendre pérenne financièrement, je pense que je ne regretterais pas, tu vois. Et si on avait réussi, en fait, comme je disais tout à l'heure, cette transition de l'artiste B+ à A, qu'on n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire que tous nos artistes qui sont devenus des stars, que ce soit Guillermo, Alex, Walter dans une moindre mesure, avant son épisode Copy Comique, ou Cody avec le Gros Cactus, etc., ils sont tous partis à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, on s'est retrouvés un peu comme... c'est comme une ex qui a tout appris sexuellement à quelqu'un qui va devenir après acteur porno, tu vois. Et t'es là, tu fais, mais
c'est moi qui lui ai appris ça quelque part. Et donc tu te sens un peu, au départ, tu te sens avoir un couteau dans le dos, et puis tu réfléchis, et puis tu dis, bah non, les opportunités sont là, c'est normal, tout le monde prend les opportunités, chacun a sa carrière. Et quand tu feras un pas en arrière, et que tu arrives à te regarder de manière un peu plus objective, parce qu'à la base, tu as l'impression d'avoir tout bien fait, tu vois, et tu comprends pas pourquoi. Et puis tu te regardes de manière objective, tu recules, tu fais ce pas en arrière, puis tu regardes l'horizontalité qu'on avait avec l'équipe qu'on avait. On était 4, hein, 2 assistantes de prod, Gilles et moi, et un graphiste, donc je veux dire, et un responsable du visuel. Donc on était 6. Pour avoir l'ensemble des projets qu'on avait là, avec, je te dis, des projets comme Kermezzo qui sont des projets à 1,5 million, tu vois, où tu travailles de midi à minuit, voire plus, et puis tu dois, pendant que tu fais ça, continuer ton travail sur le côté, parce que rien ne s'arrête. Et Kermezzo qui fait un flop, donc déjà là on perd un peu d'argent. Puis Champion qui prend énormément de temps, qui fait un flop, donc on perd de l'argent aussi. Tu vois, quand tu as une boîte comme Kings à l'époque, bah, tu fais des plans financiers sur 5 ans. Et sur 5 ans, on avait des plans financiers qui mettaient en forme le fait que Champion marchait, que Kermezzo allait perdurer sur des années, que Champion, on allait le vendre à des télés à l'étranger, et que donc on allait faire du bénéf direct, puisque tu as investi pour la série. Une fois qu'elle passe sur la RTBF, bah voilà, en bon an mal an, tu as gagné peut-être un peu d'argent, tu n'en as pas perdu. Et puis c'est la revente à d'autres chaînes qui fait que tu gagnes l'argent. On l'a vendu à personne. Donc bah voilà. Donc il y a eu des insuccès financiers, bah, évidemment ça met de la tension dans l'équipe, et puis bah, tu as notre troisième associé Julien qui était le graphiste, puisqu'il y avait Gilles, moi au départ, et puis Julien est arrivé très très vite en tant que troisième associé dans Kings of Comedy Production, qui a décidé de lâcher, pas de quitter le navire, parce que je continue à travailler avec lui, ça reste quelqu'un qui a fait beaucoup pour même le Comedy Club aujourd'hui, mais en tout cas qui n'était plus satisfait dans la manière de travailler avec moi et avec Gilles. Il a pris ses distances. Les artistes qui ont commencé à dire mais on voit bien que vous n'êtes que 5 pour faire l'ensemble de ce que vous faites, et moi là-dedans. Cody qui me disait mais pourquoi moi je suis pas en France, Alex qui me disait ouais mais je devrais faire des plus grandes salles, machin, comment est-ce que tu veux t'occuper de ma carrière quand tu es sur le tournage pendant 12 jours de Champion. Et au final, tu es obligé d'accepter, de dire oui, on aurait peut-être dû se concentrer sur nos artistes et faire ce qu'on faisait de mieux, à savoir développer des gens. Et peut-être maintenant, avec le recul et avec un peu plus d'expérience, je me dis qu'on aurait pu faire tout pour revendre des contrats à des grosses boîtes ou des trucs comme ça, tu vois. Ben voilà, on l'a pas fait. Nous, on avait en tête de monter des gens et de les rendre starifiables dans le domaine de l'humour. On a réussi à les amener juste à la porte. Et puis, une fois que la porte était ouverte, elle s'est refermée derrière nous. Parce que, je pense, on courait vers une autre porte. Tu vois. C'est même pas qu'on n'a pas pu rentrer, c'est que le temps que la porte était ouverte, il fallait que j'aille voir l'autre. Et donc, quand je revenais, elle était fermée. J'essaie de mettre des métaphores qui n'ont pas beaucoup de sens, mais... Et qui sont visuelles en plus. Pour le podcast. Mais moi, j'ai bien compris. J'espère que les auditeurs aussi. C'était une question de porte, en tout cas. Mais donc, ouais, voilà, on s'est trop éparpillé, c'est sûr. Et oui, c'est un regret. Mais est-ce que du coup, la production d'artistes, c'est terminé pour toi? Ou c'est quelque chose qui te tente encore? Bah, c'était terminé jusqu'à maintenant avec ce truc d'Avignon, où je pense que je vais reprendre un peu ce flambeau de producteur. Puis là, je m'occupe plus ou moins en management de Gaëtan Delferrière. J'avais dit plus jamais de prod, avec les imbéciles qui changent pas d'avis, et si j'arrive à me dégager du temps ici au Comedy Club, parce que c'est tout de même assez chronophage le Comedy Club, j'en ferai. Et alors j'ai toujours gardé, en fait j'ai jamais vraiment lâché la prod, parce que j'ai toujours produit un événement qui s'appelle Rire Ensemble depuis 2012. On a fait ce truc, et voilà, donc j'avais toujours ce truc là que je faisais en prod, mais bon, c'était ponctuel, une fois par an. La production réelle d'un spectacle que tu dois faire tourner, diffuser, etc. Je dis pas non maintenant, mais c'est pas à l'ordre du jour. Là, je préfère travailler sur des trucs très ponctuels. Rire Ensemble, Avignon. Mais du coup, après cette faillite, il y a Gilles Morin qui te dit viens, on reprend le Comedy Club à 2.
mais le plan ne te convient pas pour différentes raisons. Et après, il y a Alex Vizorek et Guillermo Guise qui viennent te voir et te disent qu'ils souhaiteraient investir dans le Comedy Club, ce que tu acceptes. Pourquoi cette envie de leur côté à Guillermo Guise et à Alex de reprendre le Comedy Club avec toi? Pourquoi eux voulaient faire ça? Pourquoi eux voulaient faire ça? Il faudrait leur poser la question à eux. Mais je veux bien. Alex c'est prévu, donc j'espère. Je ne peux pas parler pour eux, mais je pense que alors non seulement Guillermo et moi on est amis, donc on se voit assez régulièrement et je pense que c'est un lieu qu'il aimait bien, dans lequel il passait beaucoup de temps, qu'il commençait à gagner sa vie et que donc ça avait du sens pour lui d'investir dans un lieu qu'il avait vu naître et je pense lui de pouvoir passer un peu le flambeau à d'autres gens derrière, etc. Alex, je pense que c'est purement vénal, attiré par l'argent qu'il pouvait gagner au Comedy Club, évidemment, comme s'il n'en gagnait déjà pas assez avec ces 17 millions d'émissions qu'il fait. D'ailleurs, je pense qu'ils sont plusieurs. Je pense que c'est impossible qu'Alex fasse tout ce qu'il fait tout seul. Et à mon avis, il y a des jumeaux qu'on ne connaît pas. C'est possible, hein, franchement. Parce qu'il est partout. Il est vraiment partout, c'est incroyable. Non, mais plus sérieusement, en fait, on était à l'époque, on venait de faire la session de contrat de Kings VRTS avec Alex, qui s'est pas passé sans heurts. C'était un peu dur, parce que c'est toujours dur de perdre un artiste, puis de voir les espèces de miettes que la nouvelle prod veut te laisser et de te battre pour. Mais malgré ça, et dans l'adversité qu'on a connue avec ça, on s'est rendu compte avec Alex qu'on restait amis. Et donc je pense que quand l'idée est venue, il avait un peu d'argent à investir. Il s'est dit plutôt que de l'investir dans de l'immobilier ou dans le machin, pourquoi pas aussi en quête de sens par rapport à ce qu'il faisait, l'investir là-bas et avec quelqu'un avec qui je m'entends bien et avec qui je pense que tout va bien se passer parce que justement il ne sera plus éparpillé. Parce que c'est le premier à m'avoir fait la réflexion. C'est Alex à l'époque en disant mais mec, on voit que vous faites 20 millions de trucs de trop, c'est pas possible. Et donc là il s'est dit si lui reste là maintenant et qu'il ne se concentre que là-dessus, ça devrait pouvoir marcher. Après là je fais de l'extrapolation, je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient beaucoup d'autres idées en tête, je ne sais pas. Je leur poserai la question quand je les aurai dans le podcast, ce que j'espère va arriver bientôt. Donc tu as repris le Comedy Club, tu as arrêté la cuisine, c'est devenu vraiment un gros succès dès le départ. Il y a Mustapha Alatrassi qui a rempli la salle pendant 17 jours d'affilée alors qu'il devait venir normalement pour 3 jours. Ouais. Puis après ça a tourné, vous avez eu plein d'humoristes, Baptiste Le Caplin, Fari, Thomas VDB, Alexandre Kominek, Thomas Wiesel, Kian Kojandi. Je pourrais citer tous les noms pendant un moment parce que ça va prendre un moment. Le King, c'est devenu même un lieu de rodage pour les nouveaux spectacles, en particulier grâce à Blanche Gardin qui a montré l'exemple. Et à partir du moment où Blanche Gardin dit « faites ça », on se dit « pas une mauvaise idée ». Pourquoi est-ce que tu penses que les artistes aiment rôder ici et pourquoi c'est devenu le lieu de rodage par excellence pour les spectacles? Alors, la première partie de la question, pourquoi est-ce qu'ils aiment venir rôder ici? Je pense parce que, de un, le public belge est un public réputé pour sa bienveillance. De deux, je pense parce qu'on les accueille bien. Réellement, c'est un truc que j'entends de plus en plus. Ils aiment venir ici parce que, c'est des bêtises, tu vois, mais on va les chercher à la gare, on les amène ici, on les pose dans un appartement qui est ici au-dessus, qui est plutôt cool. Ils ont à boire, à manger, on est des gens sympathiques. On prend du temps pour eux. Donc de nouveau, c'est des trucs qu'il faudrait leur demander à eux plus qu'à moi. En tout cas, c'est des retours et des échos que j'ai souvent. C'est putain, on a été super bien accueillis, encore merci, etc. Donc je pense que ça fait partie du truc. Et puis pourquoi est-ce qu'ils veulent venir rôder ici? C'est parce que en fait cette salle est la pire et la meilleure du monde pour le stand-up. La pire, pourquoi? Parce que tout est fait pour que le public soit déconcentré. C'est-à-dire qu'on continue le service pendant le spectacle, t'as des frigos, t'as le beer cooler, t'as des gens qui rentrent, qui sortent, machin, etc. Il y a un truc qui est... t'es pas assis dans le noir dans ta salle où personne ne parle et machin. Mais c'est la meilleure salle parce que justement il y a ça et que la proximité est telle, donc les gens sont à moins de 60 cm, le premier rang de l'artiste. La proximité est telle que si ta vanne est bonne, elle est bonne. Et si elle fonctionne ici, en général, elle va fonctionner ailleurs. Et si tu n'as pas de retour, c'est en général que ta vanne est mauvaise et qu'il faut la changer. Et donc, d'un point de vue travail de l'artiste, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'ils viennent ici, ils s'enregistrent, ou ils s'enregistrent au téléphone, ou ils se filment, et ils ont un vrai retour sur travail direct. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils aiment bien le faire ici. Ok.
Ben, je comprends. Moi, je pense qu'il y a une troisième raison, c'est que le fait que je sois dans la salle et que je ris très très fort. Je pense Mais que tu n'es pas là à tous les rodages non plus. Mais fait de son mieux. ouais. Et on me l'a déjà dit aussi que j'ai un rire reconnaissable aussi. Et Oui. des gens m'ont déjà dit, ah, si toi tu rigoles, ça veut dire que la vanne est plutôt bien. Oui. Puisque moi je suis en train de, évidemment, j'écoute le spectacle, mais je suis en train de faire mes vers et mes nachos et mes tapenades en même temps. Mais j'essaie toujours évidemment d'être attentif à ce qui se dit sur scène et à ce qui se passe dans la salle. Et c'est clair que quand encore hier par exemple on avait Florence Mendes qui était ici, elle a rajouté une ou deux vannes sur son spectacle, elle m'a entendu rire et elle m'a dit en sortie, ok, je garde les vannes quoi. Mais ça, c'est un truc qui se dit parmi les humoristes, c'est ah j'ai réussi à faire rire Kouz là-dessus. Celle-là tu la notes, tu la gardes Voilà, précieusement. ça fait plaisir à entendre. Alors le Comedy Club, c'est donc un lieu de rodage pour les nouveaux spectacles, un lieu pour les artistes à succès à travers la francophonie, mais c'est aussi important pour toi de mettre en avant la jeune création belge. Comment ça se passe au niveau de la programmation pour arriver à avoir un équilibre en tout ça? Est-ce que c'est pas un casse-tête? Alors c'était un casse-tête au début parce que il fallait aller chercher les gens. Ça devient de moins en moins un casse-tête parce que les gens viennent à moi maintenant. C'est-à-dire qu'en général les boîtes de production maintenant, quand leurs artistes ont un nouveau spectacle à roder, en général ils disent eux-mêmes à leur boîte on va les roder au Kings of Comedy Club. Donc ils m'appellent en disant est-ce que tu as des dates pour Thomas Gijol, est-ce que tu as des dates pour Thomas Wiesel, est-ce que tu as des dates pour machin. Donc ça c'est plutôt facile. Et puis la jeune création belge, à la base, il fallait un peu la chercher. Aujourd'hui, elle est là à fond de balle. Je veux dire, il y a un vrai vivier. Il y a beaucoup d'appelés. Il y aura peu d'élus sur le long terme. Et il y en a pour qui ça va faire un peu mal, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de talent ici. Et donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre mon début de semaine, lundi, mardi, mercredi, pour vraiment les gens un peu plus débutants, si ce n'est Florence Mendes qui garde son lundi parce qu'elle cartonne son lundi et que c'est un jour qui lui convient très bien. Le jeudi, c'est vraiment ceux qui vont commencer à devenir un peu plus connus, Sacha, Nikos, Lisa Delmoitier. Et puis vendredi, samedi, pour justement les succès francophones ou les têtes d'affiche. Donc c'est comme ça que j'essaye et le dimanche pour les open mic. C'est comme ça que j'essaye d'équilibrer. Alors évidemment les cases comme je dis, Florence Mendes qui est pas du tout en amateur est le lundi et parfois je vais avoir un Costia le jeudi soir parce qu'on a pris ce créneau là alors qu'il est dans ses débuts, tu vois. Et là maintenant surtout ce que je faisais pas avant, c'est des résidences. C'est-à-dire que maintenant les artistes jouent ou une fois par mois ou une fois par semaine. Donc Florence Mendes c'est tous les lundis, Nikos c'est un jeudi par mois, Lisa Delmoitier un jeudi par mois. Et donc voilà, il y a des cases mathématiques qui se mettent en place plus facilement. Donc c'est de moins en moins un casse-tête. Après, ça reste un casse-tête pour savoir qui tu vas prendre dans les futurs succès parisiens. Et ça va être là ma grosse partie de programmation, puisque au final, la jeune création belge, je la connais, elle vient à moi et je sais plus ou moins comment je vais l'agencer. Là, j'ai plus même un travail de refus. Puisque je peux pas mettre tout le monde qui est plus difficile à mettre en place parce que je dis pas maintenant, tu vois. Et sur les têtes d'affiche, elles viennent à moi et en général je dis oui, quitte à déplacer des trucs, tu vois, parce que tu refuses pas Mathis Le Caplin sur ta scène. Et donc ce milieu de futurs succès francophones, ça c'est le travail que je dois faire en allant à Avignon, en allant voir des festivals, en regardant ce qui est au Gerson à Lyon, ce qui est au Point Virgule à Paris, ce qui est au Barbès, ce que j'entends, ce que je vois à Montreux, voilà, tu vois. Ça c'est le plus gros travail de la programmation, c'est d'aller trouver ces gens-là qui ne sont pas connus, mais qui, pour moi, j'estime, sont à connaître et ont suffisamment de contenu pour que je fasse venir des gens, parce que c'est ça aussi. Tu peux avoir des gens que tu trouves magnifiques et puis tu dis je vais mettre sur ma scène mais je vais pas remplir. Heureusement là depuis 2018 ce travail est de moins en moins important parce que là les gens commencent à venir sans savoir même ce qu'ils viennent voir. Et ça c'est la plus grosse gratification qu'on pouvait espérer ici au Comedy Club, c'est-à-dire que les gens font confiance à la ligne éditoriale. Et ça veut dire qu'ils font confiance à moi dans ce que je programme et dans la qualité de ce que je programme. Et c'est exactement ce à quoi je voulais arriver. Il y avait deux objectifs quand on a commencé le Comedy Club, c'était d'avoir ça, c'est-à-dire que les gens viennent comme tu vas au Célars sans savoir, en espérant parfois une surprise. Et comme il y a plein d'humoristes qui viennent voir, plein d'humoristes, parfois tu peux avoir un Guillermo qui se dit ouais je peux faire un 10 minutes machin et les gens font là oh putain j'ai Guillermo, wow il y a Elise Moon dans la salle, il vient faire un truc. Et deuxième truc c'est que je voulais que ce soit un endroit qui appartienne aux humoristes et qu'ils s'en emparent, qui viennent ici en journée pour travailler, qui viennent voir les autres machin etc. Je l'ai eu avec cette première génération, je l'ai un peu moins eu avec la deuxième.
En fait, cette génération, la deuxième génération, les InnoJP, Guillermo Guise, Funky Fab, Pascal Sursène, etc., est arrivée dans ce moment où ça se professionnalisait un peu. Et donc, il y avait des demandes financières qui correspondaient peut-être pas encore à ce que eux étaient à l'époque, etc. Tu vois. Et puis là, la troisième génération, elle est en mode balèque, je m'en fous, j'ai besoin de travailler, je dois être payé si je viens jouer devant un public, mais sinon, viens, fais-moi bosser, quoi. Tu vois. Ils ont un peu plus faim, j'ai l'impression. Okay. Ce qui n'enlève rien au talent de la deuxième génération, qui aujourd'hui, quand tu regardes les spectacles d'InnoJP et de Guillermo Guise, qui sont incroyables. Tu vois. Je le redis parce que Guillermo, il n'y a pas besoin de faire sa promotion, mais le spectacle de InnoJP, c'est une pépite. C'est je pense, dans l'écriture, un des trucs les plus matures, et c'est en même temps hyper woke, et en même temps ça reste traditionnel dans la manière de faire. Il va dans de l'absurde, mais il reste dans du stand-up classique. Non, le mec, et puis ça parle de sexualité, ça parle d'adoption, ça parle de racisme, c'est incroyable. Je le dis parce que pour le moment il joue à la Petite Loge à Paris, ouais. Donc je sais que le public du podcast est essentiellement français et essentiellement parisien, donc allez voir InnoJP. Moi j'ai vu son spectacle au moins 5 fois et je ris encore très fort à chaque fois. J'ai eu l'occasion de faire sa première partie, j'étais dans la salle parce que je voulais revoir et je ris mais tellement fort. J'adore InnoJP. Allez-y les yeux fermés. Très clairement. Pour le Comedy Club, il y a aussi Bilal qui fait un excellent travail, je trouve, avec les open mic, qu'il organise les dimanches soirs, qui sont sold out à chaque fois. Maintenant, il y a même eu une deuxième séance qui s'est ajoutée à 17h. Ouais. Est-ce que Bilal a complètement carte blanche là-dessus ? Alors, Bilal fait exactement ce qu'il veut là-dessus. Je n'ai absolument pas mon mot à dire sur le line-up qu'il met en place. C'est même pas que je veux pas avoir mon mot à dire. Je sais que je lui fais confiance totalement. Après, de nouveau, le principe de nos open mic est un open mic sans casting. C'est-à-dire que on peut se retrouver. C'est une formule que je mets souvent. Je pense que j'ai dû la dire dans d'autres podcasts, mais ça peut être le miracle de la cour comme la cour des miracles. Tu vois. Tu peux avoir des pépites que tu connais pas, comme tu peux avoir des tunnels. Et donc ça c'est le principe du non-casting, mais si la véritable si tu mets open mic, tu peux pas caster les gens pour moi, tu vois. Après on a tellement de demandes qu'aujourd'hui Bilal a dû passer par un site où les gens s'inscrivent et on essaye d'avoir un équilibre non seulement entre les gens qui jouent et ne pas faire jouer les mêmes personnes toutes les semaines, un équilibre dans la parité, ce qui est une notion qui nous incombe et qui nous tient à cœur beaucoup, que ce soit au Comedy Club ou dans les open mic. Oui, et évidemment, Bilal, j'ai cette confiance en lui par rapport aux open mic, parce que sans Bilal, il n'y aurait pas de Comedy Club réellement. Alors on l'a créé sans lui à la base, mais on a mis les briques et il a cimenté le bazar, quoi, tu vois. Il l'a cimenté via la régie qu'il a fait au début, puis il l'a cimenté en m'aidant quand j'étais dans la détresse de ne plus avoir de barman, de machin, etc., où il a suppléé ça, où il s'est transformé de régisseur en barman, puis en responsable du lieu, et maintenant il le cimente en étant la porte d'accès au lieu pour la vraie jeune génération, via ses open mic, sur lesquels en plus il est MC, et il fait ça très très bien. Donc oui, sans lui, je pense pas qu'on serait ici en train de parler, vraiment. Eh ben, grosse dédicace à Bilal qui écoute généralement le podcast, donc je pense qu'il entendra ces quelques mots. Mais en tout cas, moi j'adore Bilal. T'as vu que je te fais des compliments parfois, Bilal, parce qu'il me dit que je lui ai jamais fait de compliments en 10 ans. Donc je découperai ce passage et je lui enverrai. Ou alors je coupe tous les compliments et je fais Bilal. Oui, ça va. Je fais un peu de montage et c'est parti. Après, en 2021, le King c'est devenu le lieu de tournage pour le stand-up show. T'en as parlé tout à l'heure. Vous avez changé la scène et rendu encore le Comedy Club encore un peu plus beau. Comment il est né ce projet de travailler avec RTL TVI et de créer un show ici ? Alors, en fait, c'est un des trucs que j'ai oublié de dire dès le départ, mais moi, si je me suis lancé dans le business de l'entertainment, c'est parce que je voulais créer une émission de télé. Je voulais faire mon SNL, en fait, tu vois. Où j'étais fan, je sais pas si tu te souviens de cette série de 60 Seconds. Non, attends, 60... Putain. Oh, il va falloir que je retrouve le nom. Série avec Chandler, où il est producteur d'une émission type SNL,
Bah, bref, je retrouverai, on le mettra peut-être en lien sur le podcast. Mais donc c'est une émission avec Chandler de Friends qui joue le producteur d'une émission de télé à la SNL, où ils ont chaque fois 60 heures, c'est ça, pour créer l'émission de la semaine d'après. Okay. Et donc dès que l'émission est finie, tu as le compte à rebours qui se met en place et ils ont une nouvelle émission à créer. Tu vois. Et c'est vraiment, c'est ça que je voulais faire. Et donc, c'est un projet qui est dans la tête depuis longtemps, de Gilles et de moi. On a essuyé les plâtres avec une première émission qu'on a co-créée avec François Pirette, qui s'appelait le Belge Comedy Show, en 2010, je pense, ou en 2009, qui a floppé totalement. On a eu pas mal de flops, en fait, quand j'y pense, malgré tout, qui a floppé totalement, non seulement d'un point de vue contenu, mais qui a floppé totalement d'un point de vue productionnel, c'est-à-dire qu'on est devenus les meilleurs ennemis de François Pirette. Quand je dis nous, c'est nous, production, et eux, humoristes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est encore très en froid avec les Jérôme de Warzé, les Pierre-Emmanuel Genard, etc. Un peu moins avec des Dino et des Cody, mais en tout cas, il y a encore pas mal de gens qui lui en veulent, qui ne travailleront plus jamais avec lui, d'autres qui ont essuyé le bazar et qui ont décidé de travailler, et puis d'autres qui ont travaillé avec lui et qui aujourd'hui sont très contents de ne plus en travailler, n'est-ce pas Guillaume, qui ont pu reprendre leur liberté. Mais voilà, ça a été une première expérience sur la télé qui a été mauvaise. On laissera le Belge Comedy Show là où il est, dire aux oubliettes. Et donc on avait proposé une émission déjà à la RTBF une ou deux fois, et puis j'avais proposé une émission de radio ou de télé qu'on avait co-créée avec Salva Di Bernardo et Gaëtan Delferrière, qui s'appelle Nostalgeek, qui est une espèce de talk show sur la culture geek et pour les trentenaires, Quadra, qui n'avait pas été prise non plus. Et puis un jour, la RTBF a fait un appel d'offres sur une émission humoristique. Et il y a un gars qui est venu me contacter, qui s'appelle Adrien Bralion, qui a une boîte de prod qui s'appelle la Belge Prod, et qui m'a dit voilà, on aimerait répondre à cet appel d'offres en faisant une émission de stand-up au Comedy Club. Est-ce que ça vous intéresse? Si oui, coproduction, 50-50 ensemble. Et j'ai dit oui, évidemment. Puisque c'était ça qui m'animait, c'était ça que je voulais faire. Et donc voilà, on a bossé avec Adrien au départ à deux, et puis avec Adrien et Guillermo, une fois que le concept du fait que Guillermo était le présentateur était mis en place. Et donc on a créé le stand-up show, dont on a fait donc là maintenant 16 émissions. Est-ce que ça a attiré un nouveau public au Comedy Club ou... Au départ, comme on a commencé pendant la pandémie, évidemment, donc ce truc devait commencer en 2020, je pense qu'on a fait la première en 2021, ou même ça devait commencer en 2019, on a fait la première en 2021. Les premiers publics étaient des publics gratuits. Et donc là, on a vu un public qui n'était pas du tout celui du Comedy Club, et qui d'ailleurs conseille à toute personne qui a un Comedy Club, un café-théâtre, une salle de théâtre, pas de public gratuit. Et c'est le pire public au monde, parce que comme il n'a pas payé, il s'en fout complètement, et il ne rigole pas, et il n'a pas d'enthousiasme. Il y a un mécanisme, c'est comme quand tu vas chez le psy, si tu ne payes pas, c'est pas efficace. Je pense que c'est la même chose dans le stand-up. Et au final, venir voir du stand-up, c'est un peu une séance de psychologie, tu vois, donc de psychiatrie aussi, pour ceux qui sont plus loin dans leur délire. Et donc, les premiers publics, non. Après, donc c'est un nouveau public, mais que je ne veux pas. Donc voilà. Et puis on a décidé de repasser en payant, et là enfin on a retrouvé l'âme de ce que faisait le Comedy Club pour les dernières émissions. Ok. Ben, je conseille à tout le monde d'aller voir l'émission qui est disponible en replay sur RTL Play, qui je pense est disponible aussi pour la France avec un très bon VPN. C'est facile à trouver. Je suis hyper satisfait de ce que ça donne en termes de rendu audiovisuel. Je trouve que c'est d'une beauté. C'est exactement ce que moi je voulais quand on a pensé l'émission d'un point de vue forme. Sur le fond, je trouve que tous les spectacles qu'on a pris, etc., sont très très bons. Après, il y a toujours ce truc, et c'est le truc le plus dur quand on filme de l'humour, c'est l'intensité des rires. Que si elle est trop basse, on a l'impression que le sketch est pas bon alors qu'il est bon. Si elle est trop haute, on a l'impression qu'il y a des rires rajoutés, ce que font la plupart des gens en fait aujourd'hui quand tu filmes du stand-up en captation. Et donc nous, on a pris le parti de ne pas mettre de rires ajoutés, ce qui parfois donne cette impression que ça rigole pas assez, je trouve, parfois dans l'émission. Et que les blagues ne méritent pas les rires ou les applauses qu'ils devraient avoir, voire parfois même certaines blagues qui avaient déjà été testées par Guise par ailleurs et qui font rire à chaque fois et qui là parfois tombent à plat. Donc il y a des moments où on est très content de ce truc, et puis il y a des moments où on fait est-ce que ça nous sert réellement en fait au final, tu vois. Et c'est pour ça pour le moment d'ailleurs qu'on n'a pas encore fait de nouvel enregistrement.
parce qu'on ne veut pas refaire les enregistrements comme on les a fait. Et puis Guillermo a donné sur ses émissions où il fait, je pense, 20 minutes de sketch à chaque fois. Donc en gros, il a écrit 2 spectacles pour ces 20 émissions. Donc c'est du taf pour lui aussi, qu'il a plus envie de faire là maintenant parce qu'il est en tournée, etc. Donc là, on est en train d'essayer de trouver une alternative où je pense que Guillermo pourrait continuer à être le parrain, mais avec un autre MC ou un truc comme ça. Okay. Mais en tout cas, l'émission va continuer à se faire. J'espère, en tout cas. Moi, tout ce qui permet d'avoir plus de stand-up, je suis pour. Alors, j'avais entendu que tu voyais d'un très bon œil tout ce qui était plateau organisé par le What the Fun, par le collectif You Rire, par le Comedy Cat, parce que ça permettait à tous les humoristes de pratiquer l'art qu'est le stand-up, qui nécessite de pratiquer au quotidien, régulièrement et tout ça, et que ça faisait que les humoristes qui venaient après au Kings of Comedy Club étaient devenus meilleurs. J'ai vu que Jimmy Vandal avait ouvert un nouveau Comedy Club, tu l'as dit toi-même. Comment tu le vois ? Il y a 2 ans, je t'aurais dit casse les couilles. Okay. Aujourd'hui, je suis très content. Okay, cool. Je suis très content non seulement pour Jimmy, parce que ça fait un petit temps qu'il fait son plateau et qu'il le mérite. Il a pris ses couilles, il a pris les risques. Il sait, on en a parlé beaucoup, puisqu'il est venu jouer pas mal de fois ici, et que c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Au début, il me disait putain, maintenant je vois c'est quoi d'être producteur, machin, etc. Donc je suis très content pour lui qu'il y ait un milestone à sa ligne de conduite. Je suis content pour les humoristes qui ont un nouveau lieu dans lequel jouer, et ça ne va de nouveau qu'améliorer leur capacité à être de bons stand-uppers ou de bons humoristes. Il y a un seul truc que j'ai, et j'en ai parlé avec les humoristes d'ailleurs qui jouent ici, je leur ai dit maintenant qu'il y a un nouveau comedy club qui s'est installé, et normalement il devrait y avoir celui de Nawel Madani qui devrait arriver dans pas longtemps aussi. J'ai aucun souci à ce que les gens aillent faire des plateaux, machin, etc. Mais je leur ai dit, si vous voulez avoir une résidence quelque part, c'est l'un ou l'autre. Parce que j'avais vu que ça le fera, son spectacle était programmé chez Jimmy, et Nikos aussi. Donc je les ai pris tous les deux. Je leur ai dit, moi, du one shot, une fois tous les 3-4 mois, j'ai pas de souci. Si vous me dites que vous allez tous les mois chez lui et que c'est 3 jours après ou 3 jours avant, tous les mois chez moi, pour moi, ça me pose un problème. Parce que le public n'est pas non plus extensible, et que je trouve qu'à un moment, à partir du moment où moi j'ai pris le pari de te programmer quand tu n'avais pas encore le succès que tu avais, la moindre des choses c'est de rester ici, ou si tu vas ailleurs, de me dire tant pis, je laisse mon credo à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des gens qui attendent derrière. Mais garder les 2 créneaux, je trouve ça un peu pas très équilibré, et les 2 m'ont dit tout à fait, il n'y a pas de souci. Et voilà, et peut-être que des spectacles passeront de l'un à l'autre, tu vois, et seront programmés pendant tout un temps au Comedy Cat et puis dans tout un temps au Comedy Club et inversement. Mais je trouve que le faire en même temps, ça ne va pas servir grand monde, et on risque de se phagocyter, c'est dommage. Okay. Ce serait dommage en tout cas. J'en ai pas encore parlé avec Jimmy parce que je ne l'ai pas vu depuis, mais je sais qu'il sera tout à fait ouvert à la discussion et qu'on trouvera un terrain d'entente. En tout cas, on n'est pas là du tout pour se tirer dans les pattes, mais tout pour s'aider, voire même essayer de faire des synergies. Moi, si à un moment j'ai un Français qui est ici, qui vient faire 3 jours de résidence ici et qui peut venir un jour avant aller jouer au Comedy Club, on l'a fait avec Louis Chappet il y a 2 semaines. Voilà, tant mieux, tu vois ce que je veux dire. Super. Moi, je suis content qu'il y ait encore un nouvel endroit où, en tout cas, le stand-up est mis en valeur. Des bons endroits où les gens savent ce qu'ils font, parce que ça met en valeur ce qu'est le stand-up. Exactement. Et les gens qui vont aller voir le Comedy Cat vont se dire le stand-up c'est cool, il y en a où on peut voir du bon stand-up. Au Kings of Comedy Club, je vais aller au Donc je pense que c'est profitable, mais bien sûr, faut pas se tirer dans les pattes, faut pas faire des doublons. Tu le vois déjà un peu, il y a déjà un peu une équipe Comedy Cat et une équipe Comedy Club dans la nouvelle génération. Mais ça, moi, j'aimerais que cette ligne soit la plus atténuante possible. Et donc, n'hésitez pas, je leur ai dit en face, mais si jamais ils écoutent les podcasts, mais que ce soit les François FK, les Talib, etc., qui aujourd'hui sont plus au Comedy Cat qu'ici, ils ont toujours tout autant leur place ici. Et évidemment, les Nikos et les Sacha, je pense, ont tout à fait leur place au Comedy Cat. Jimmy les accueillera avec grand plaisir. Donc, ça peut être marrant s'il y a 2 teams un peu qui se créent, mais en tout cas, je ne veux pas d'antagonisme, ça c'est sûr et certain, quoi. Et j'ai une dernière question à te poser par rapport au Comedy Club, c'est qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite du Comedy Club ?
qu'on continue à avoir le succès qu'on a aujourd'hui, qu'on n'ait plus quoi que ce soit comme virus, guerre ou autre qui puisse arrêter cette belle lancée, parce que évidemment en mars 2020, le 14 mars, on nous a dit qu'on devait fermer, et le 25 mars commençait la résidence de Baptiste Caplin, qui était un peu mon gros coup de l'année, et j'étais dépité, quoi. Mais je pense que là on est bon, à moins que Poutine nous envoie des bombes sur l'OTAN, mais je ne pense pas. Et puis ce qu'on peut souhaiter au Comedy Club, c'est de continuer à être créateur de talent. Voilà. Et pourquoi pas en ouvrir un deuxième quelque part, un de ces quatre, tu vois. C'est toujours dans les projets ? C'est dans les projets depuis l'ouverture du Comedy Club. Hein. Okay. On a eu un moment une demande de franchise à Namur. On avait parlé avec pas mal de gens là-bas. Je me dis toujours qu'aujourd'hui à Liège, il y a une grande place à prendre aussi, parce que le Comédie en Île, ça reste plus café-théâtre que Comedy Club. Je m'entends très bien avec Eric Marquis, donc on pourrait même faire ça ensemble, tu vois. Et pourquoi pas la France aussi, hein. Je te le souhaite. J'ai oublié de te le préciser au début de l'épisode, donc tu me dis si ça te va, mais je finis d'habitude les épisodes avec un name dropping. Donc je vais te demander de me donner un nom d'humoriste pour chaque catégorie que je vais te donner. Ok. Si ça te va. Tu peux partir dans tous les sens, que ce soit américain, québécois, français, allemand, peu importe. Et quoi, il doit avoir un lien avec la catégorie, quelle qu'elle soit. Je vais te demander par exemple, la première catégorie, c'est l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Tu dois juste te limiter à une seule personne. Yacine Bellous. Ce n'est pas un choc, il a été élu 2 années de suite humoriste le plus sympa. Ensuite, l'humoriste qui pour toi écrit le mieux. L'humoriste qui pour toi joue le mieux. Très bonne question, ça. Joue le mieux. Cody. Hein. J'hésite entre Cody et Pablo Andrés, qui sont tous les deux des comédiens hors pair, mais je pense que Cody a encore une palette un peu plus grande que celle de Pablo. Un humoriste qui t'a surpris dernièrement. Adèle. C'est le plus gros glow-up de cette année. Et un deuxième qui est en train de suivre, que je ne mets pas sur le pied. Alors, j'aurais pu dire Lisa Delmoitier, mais elle ne m'a pas surpris, parce que je m'y attendais. Adèle, lui, est passé de -5 à +15 en 2-2, et suivi par Yuri Nawara, qui est en train de level up aussi, là. Et voilà, ouais, c'est les gens qui m'ont surpris ces derniers temps, quoi. Après, j'avais été surpris un peu de la même manière avec les Sacha et Nikos, mais ils ont déjà pris leur vitesse de croisière, quoi. Je sais que Yuri écoute souvent le podcast, donc j'espère que ça lui fait très plaisir d'entendre ça, j'en suis sûr. Un humoriste que tu aimerais recevoir dans ton Comedy Club, que tu n'as pas encore reçu. Malgré la polémique, Louis C.K., quoi. Ça reste le number one, et putain, ça me ferait plaisir de le voir sur ces planches, quoi. Ça marche, je comprends. Et à la toute fin, maintenant je vais te demander de choisir entre 2 humoristes, si tu veux bien, parce que j'ai oublié de te prévenir et que c'est un peu salaud de ma part, mais j'ai vraiment oublié. Mais je te demandais de choisir entre 2 humoristes et de me dire lequel des 2 te fait le plus rire. Donc on est vraiment sur du nombre de rires. Okay. C'est pas celui que tu préfères entre les 2, c'est celui qui va te provoquer le plus de rire pour essayer d'avoir un truc plus ou moins objectif. Ok. Entre Louis C.K. et Dave Chappelle. Louis C.K. Entre Blanche Gardin et Kian Kojandi. Blanche Gardin. Entre P.E. et Cody. P.E. Entre Baptiste Le Caplin et Yacine Bellous. Putain, c'est sale. Les 2 dernières, c'est sale. Baptiste. Entre Freddy Togo et Pablo Andrés. Pablo quand il est bien rodé. Entre Farah et Émilie Krohn. Oh putain, t'es vraiment chien. Émilie Krohn. Entre Gaëtan Delferrière et Florent Leçon. Ça, je l'attendais. Gaëtan Delferrière. Et dernier choix, entre Guillermo Guise et Alex Vizorek. Guillermo Guise. Et la dernière question que je pose à tout le monde, c'est qui est-ce que toi, tu aimerais entendre dans le prochain épisode ? Alors, je sais pas avec qui tu les as tous faits, mais vu sa manière d'avoir appréhendé la pandémie, le retour au stand-up, le comedy club, les affaires qui ont entaché le quartier du cimetière d'Ixelles ces derniers temps, etc. Je serais très intéressé d'entendre parler Guillermo Guise pendant 2 heures. Moi aussi. L'appel est lancé. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'enregistrer avec moi. Merci à toi.
À bientôt. Merci à tous ceux qui ont écouté le podcast. Vous pouvez me retrouver au Kings of Comedy Club dans le public et sur scène, j'espère, à l'avenir. Mais clairement, aussi. Je serai souvent au Comedy Club. S'il y a moyen, si vous voulez me voir à un endroit, je pense que partez sur celui-là, il y a plus de chances de me y trouver. Et si vous voulez me voir à un endroit, vous êtes sûr de me voir si vous venez ici, vu que j'habite quasi dans ce Comedy Club. On vous attend nombreux. Encore merci Régis et encore bravo pour ton podcast et tout le temps que tu passes à écrire des questions pertinentes et intéressantes pour le milieu de l'humour. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.